l'écho des cavaliers et des empereurs, installez-vous confortablement et laissez votre esprit remonter le temps, jusqu'à une époque lointaine, époque qui ressemble plus à une légende qu'à un chapitre des livres d'histoire. L'année ne figure sur aucun calendrier moderne. L'air sent la fumée et les feuilles mortes. Voici l'Anatolie, une terre au cœur des anciens empires, où la terre se souvient de tout le pas des chevaux, les prières murmurées, le sang versé et les rêves oubliés. Nous sommes à la fin des années 1200. Le puissant empire seldjoukide, autrefois fort et respecté, se désagrège lentement. Ce qui était autrefois une terre d'ordre et de loi semble désormais brisé et incertain. Les chefs locaux, jadis fidèles au sultan, se comportent à présent comme des rois. Le pouvoir n'est plus une voie claireille et éparpillée, comme des pages arrachées à un livre et emportées par le vent. Et le pire était déjà passé. Venus des steppes de l'Asie centrale, les Mongols avaient balayé la région comme une tempête féroce, irrésistible, impitoyable. Ils ne voulaient pas seulement la terre, ils voulaient tout le pouvoir. Les villes furent brûlées, les dirigeants forcés à se soumettre. L'Anatolie ressemblait à une bougie dans le vent sauvage tremblante, mais pas encore éteinte. Les Mongols ne restèrent pas pour toujours, mais ils laissèrent des marques profondes. Les sultans seldjoukides gardaient leur trône, mais le vrai pouvoir se trouvait derrière eux, silencieux et observateur. Et pourtant, la vie continuait. Elle le fait toujours. Les paysans plantaient encore des graines dans des champs qui avaient vu trop de flammes. Les marchands vendaient toujours leurs produits sur des marchés poussiéreux aux pierres brisées. Les poètes trouvaient encore de la beauté dans la chute des feuilles. Et loin des grandes cités, sur les terres sauvages de la frontière où les lois étaient dictées par les cavaliers et où survivre passait avant tout, un homme discret commença à s'élever même si peu connaissaient encore son nom. Il s'appelait Ertugrul. Ce n'était pas un roi. Il ne disait pas qu'il était choisi par le ciel. Il dirigeait parce qu'il le fallait. C'est la vie qui l'avait façonné, plus que l'ambition. Mais il y avait quelque chose de particulier en lui, quelque chose de calme, de solide. On le suivait non pas parce qu'il criait plus fort que les autres, mais parce que son silence portait du sens. Dans les collines rudes près de Seut, sa tribu avançait comme des graines portées par le vent vagabondant là où elle le pouvait, espérant un avenir meilleur. Ertugrul voyait ce que d'autres ne voyaient pas. Là où certains ne voyaient que du chaos, lui voyait une opportunité. Il fit alliance avec les Seldjoukides affaiblis non pas parce qu'il leur faisait totalement confiance, mais parce qu'il regardait plus loin. En retour, on lui donna des terres. Pas une riche cité, mais une bande frontalière dangereuse. Là où l'Empire byzantin et les Turcs vivaient dans une tension constante. Ce n'était pas grand-chose, mais même une étincelle peut déclencher un grand feu. Et là, dans ce mince espace entre deux mondes l'un en train de s'effondrer, l'autre pas encore né Ertugrul lança quelque chose. Pas avec de grands discours ni des victoires éclatantes, mais avec des pas prudents et une force tranquille. Il ressemblait plus à un guide qu'à un guerrier, menant les siens à travers des jours durs vers un avenir encore invisible. Lorsqu'il mourut enfin, son épée fut déposée. Mais la terre sous ses pieds commençait déjà à changer, car l'histoire ne commence pas toujours dans le bruit et les bannières. Parfois, elle naît dans le silence dans le doux son des sabots de chevaux et dans le calme qui suit. Ce qu'Ertugrul avait mis en mouvement avançait lentement au début, comme une ombre qui s'étire sur les collines au lever du soleil. Les hommes et femmes qui l'avaient suivi se souvenaient de ces paroles rares mais profondes. Ils se souvenaient qu'il ne promettait jamais des jours faciles, seulement qu'il ne les affronterait pas seul. Sa tribu, autrefois dispersée et petite, se tenait désormais plus ferme, unie non seulement par le sang, mais par un but. Ils étaient devenus plus que des survivants. Ils étaient devenus un peuple avec une direction, et ce chemin ne s'arrêtait pas avec Ertugrul. Il passait à son fils Osman. Seut, jadis un simple point sur la carte, devenait peu à peu un centre d'énergie, de foi et de volonté. Ce n'était ni l'or ni les murailles qui faisaient sa force, mais un sentiment nouveau, un souffle collectif qui portait les hommes au-delà de leur propre vie. Osman, encore jeune, marchait souvent seul dans les collines, les mains croisées dans le dos,
les yeux posés sur l'horizon. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses paroles semblaient trempées dans quelque chose de plus profond que la simple ambition. Il rêvait d'un avenir que personne encore n'osait dessiner. Mais rêver ne suffisait pas. Il fallait protéger, bâtir, unir, et cela demandait des choix difficiles. Autour de lui, les menaces n'étaient pas qu'étrangères. Certains anciens alliés de son père, plus âgés et plus puissants, voyaient en Osman un jeune idéaliste, trop doux pour cette frontière brutale. Ils murmuraient qu'il n'avait pas encore été éprouvé, qu'il n'avait pas versé assez de sang pour mériter l'épée qu'il portait. Mais ce que ces hommes ne comprenaient pas, c'était que la force d'Osman ne venait pas de la peur qu'il inspirait, mais de la loyauté qu'il éveillait. Un soir, alors que le vent soufflait sec sur les tentes de la tribu, une délégation arriva d'un beylik voisin. Ils proposaient une alliance, mais leur ton cachait une menace, où Osman se plierait à leur autorité, où il serait écrasé. Les anciens de la tribu étaient divisés. Certains voulaient éviter le conflit, d'autres préféraient la guerre ouverte. Osman écouta, en silence, puis se leva. « Nous n'avons pas été formés pour plaire aux puissants, dit-il doucement. Nous avons été façonnés par la difficulté, par la patience, par la terre elle-même. S'ils veulent nous plier, qu'ils viennent. Ils trouveront un peuple debout. » Ce fut le début d'une série de petits affrontements, de décisions audacieuses et de nuits sans sommeil. Osman ne cherchait pas la guerre, mais il ne la fuyait pas. Et dans chaque bataille, ces hommes virent en lui non un chef distant, mais un frère. Ils se battaient à leur côté, mangeaient à leur table, pleuraient leur mort. Peu à peu, les doutes disparurent. On ne demandait plus s'il était prêt. On marchait avec lui. Au fil des années, ses ennemis changèrent. Ce n'étaient plus seulement des seigneurs locaux ou des bandits. L'Empire byzantin, de l'autre côté de la frontière, commença à prêter attention à ce chef turc qui ne cessait de gagner en influence. D'abord, ils envoyèrent des messagers, puis des espions. Quand cela échoua, ils envoyèrent des troupes. Mais ils ne comprenaient pas encore ce que représentait cette tribu. Pour eux, ce n'était qu'un autre beylik, un autre fragment d'un monde en ruine. Ils ne voyaient pas que quelque chose de neuf prenait racine, car Osman ne faisait pas que défendre des frontières. Il les redessinait. Il établit des marchés sécurisés, protégea les routes commerciales, ouvrit les bras aux artisans et aux sages venus d'ailleurs. Des familles migrèrent vers Seu, attirées par la stabilité et la promesse d'un avenir. Les mosquées s'élevèrent aux côtés des puits. Les forgerons et les potiers travaillaient en chantant. La prière et la pierre se mêlaient dans l'air du matin. Et au cœur de ce renouveau, il y avait une foi profonde pas seulement religieuse, mais spirituelle, existentielle. La conviction que quelque chose de grand pouvait naître ici, sur cette terre rude et oubliée. Osman ne prétendait pas tout contrôler. Il se voyait comme un jardinier, non un roi. Il plantait, arrosait, protégeait, et déjà des pousses apparaissaient. Parmi ses proches, il y avait Bala Hatoun, sa compagne et conseillère. Elle n'était pas seulement la fille d'un érudit respecté, mais une femme de feu et de discernement. Leur union n'était pas un calcul politique, mais un pacte de cœur et d'esprit. Ensemble, ils rêvaient à voix basse sous les étoiles, tissant les contours d'un monde qu'ils ne verraient peu, être jamais entièrement, mais qu'ils espéraient pour leurs enfants. « Le monde est vieux », disait-elle parfois. « Mais le futur peut être jeune, si nous le bâtissons avec sincérité. » Osman hochait la tête, son regard perdu dans le feu. Il savait que les tempêtes n'étaient pas finies. Les Byzantins fortifiaient leurs villes, notamment Bilésic et Yenişehir. Les autres bey, parfois jaloux, formaient des coalitions instables. Et au nord, les Mongols continuaient à projeter leur ombre sur les sultanats turcs. Mais Osman ne tremblait pas. Il se souvenait de son père, de sa patience, de ses silences pleins de sens, et il avançait pas après pas, consolidant ce que beaucoup croyaient impossible, un ordre nouveau, né non du chaos mais de la résilience. Il lança une première grande campagne contre une forteresse byzantine, pas pour la gloire, pour la sécurité. Il savait que tant que ces bastions restaient aux mains de ses ennemis, sa vision resterait fragile. La bataille fut rude, mais ce ne fut pas l'épée qui fit pencher la balance. Ce fut l'organisation, l'esprit collectif.
et la foi. La victoire ébranla les certitudes dans les palais de Constantinople. Qui était ce chef sans nom royal qui défiait leur garnison? Un simple chef tribal, pensait-il, un feu de paille. Mais ce feu continuait de brûler, et surtout il inspirait. D'autres tribus, autrefois hésitantes, commencèrent à rejoindre Osman. Non pour l'or il n'en avait guère, non pour la puissance elle était encore en germe, mais pour l'idée qu'un peuple pouvait exister non par soumission mais par unité, non par la conquête seule mais par la justice. Le mot ottomane se mit à circuler, au début à voix basse, puis plus franchement. Il ne représentait pas encore un empire, mais il représentait un élan, un début. Un scribe de Konya, venu visiter ce hutte, écrivit dans ses carnets « Ce lieu n'est pas vaste, mais il respire comme une grande cité. Les visages sont marqués par le travail, mais aussi par la fierté. Ce peuple ne se courbe pas facilement. Il marche avec une direction, et cette direction, c'était celle qu'Osman montrait sans jamais vraiment la nommer. Il ne parlait pas de domination, mais d'équilibre. Il ne promettait pas la paix éternelle, mais un sens dans le combat. Il disait « Nous sommes nés dans le vent, mais nous pouvons devenir des racines. » Les années passèrent, les rides creusèrent son front, ses cheveux blanchirent, mais ses yeux restèrent clairs. Et un jour, alors qu'il était alité, affaibli par l'âge, il appela son fils. « Orhan, dit-il, la voix tremblante, je ne te laisse pas un trône, mais une direction. Ce que nous avons commencé, tu dois le poursuivre, pas avec fierté, avec constance. Rappelle-toi toujours, nous sommes les serviteurs de notre peuple, pas ses maîtres. » Orhan pleura, non de peur, mais d'honneur, car il comprenait déjà ce que représentait cet instant. Ce n'était pas la fin d'un règne, c'était la transmission d'un feu. Osman mourut peu après, mais son nom désormais n'était plus seulement celui d'un homme. Il était devenu le noyau d'une lignée, d'un rêve, d'un destin. Et à travers les plaines d'Anatolie, dans le fracas des sabots, sous les étendards flottants au vent, une voix nouvelle se levait. Pas une voix de conquête seule, une voix de fondation, une voix née d'un écho ancien celui des cavaliers et des empereurs. Le rêve d'Osman. On dit que les rêves sont des messages silencieux venus d'un monde invisible, des voix douces portées par le vent quand l'âme est tranquille. Une nuit, sous une fine lune d'argent, Osman dormait dans la maison d'un homme sage et pieux nommé Cheikh Edebali. À ce moment-là, Osman n'était pas un chef. Il n'était même pas un meneur. Il était venu avec l'espoir dans le cœur, demandant à épouser la fille du cheikh. Mais la réponse fut non prononcée avec bonté, car Osman n'était pas encore prêt. Il n'avait ni richesse ni position. Pourtant, Edebali avait vu quelque chose de spécial en lui, quelque chose de plus profond que les titres ou l'or. Osman resta en tant qu'invité dans la maison du cheikh. Il montra du respect et de la patience, choisissant d'apprendre au lieu d'exiger. Il dormait près de vieux livres, plus anciens que les murs eux-mêmes. Les bougies étaient éteintes, la maison était calme, et alors que la lumière de la lune effleurait le plafond de bois, Osman fit un rêve. Il vit un grand arbre pousser de sa poitrine. Son tronc était solide, ses racines profondément ancrées dans la terre, comme si elles touchaient à l'histoire elle-même. Ses branches montaient haut dans le ciel, projetant leur ombre sur des montagnes, des rivières et des mers. L'arbre nourrissait 4 grands fleuves, le Nil, l'Euphrate, le Tigre et le Danube. Ces fleuves traversaient des villes étincelantes, remplies de dômes dorés et de hautes tours. Des gens de nombreuses terres remplissaient les marchés. Les jardins fleurissaient dans la paix. Ce rêve ne parlait pas de conquérir le monde. Il parlait d'en prendre soin. Quand Osman se réveilla, son cœur était plein. Il alla trouver le cheikh Edebali et lui raconta tout. Le vieil homme écouta en silence, ses yeux calmes et sages. Quand Osman eut fini, Edebali parla doucement, comme s'il connaissait déjà le rêve avant qu'il ne soit raconté. « Ce rêve n'est pas seulement pour toi, dit-il, c'est une confiance. Ce que tu as vu n'est pas juste du pouvoir, c'est une responsabilité. On t'a montré un empire, mais fondé sur la justice, la foi et la bonté. Tu ne le gagneras pas seulement par le combat, mais en étant juste et en touchant les cœurs de ceux qui croient en toi. »
Edbali donna sa bénédiction à Osman et la main de sa fille en mariage. Mais il lui offrit aussi quelque chose de plus grand, un but. Il avait vu beaucoup d'hommes s'élever par les armes et tomber par orgueil. Mais Osman avait autre chose, un rêve, non pour lui-même mais pour les autres. Après cette nuit, Osman changea. Il marchait avec attention. Il parlait moins souvent, mais ses mots avaient plus de poids. Il choisissait ses combats avec sagesse non pour obtenir la gloire, mais pour se préparer à quelque chose de plus grand. Ses partisans augmentèrent, ses terres s'élargirent lentement, et au fond de lui, il n'oublia jamais le rêve de l'arbre, ses racines, ses fleuves et son ombre. Le rêve devint une histoire. L'histoire devint un héritage. Et longtemps après la mort d'Osman, ce rêve guidait encore ses enfants et les enfants de ses enfants. Il n'a jamais été seulement question du nombre de terres à conquérir, mais du nombre de peuples pouvant vivre ensemble dans la confiance et la paix. Un grand arbre ne pousse pas en une nuit. Il commence par une petite graine. Osman avait vu cet arbre, et depuis cette nuit-là, il vécut sa vie en croyant qu'il grandirait. Le peuple d'Osman, le monde ne changea pas d'un seul coup. Il changea lentement comme les saisons qui tournent, ou comme une respiration profonde avant la lumière du matin. Mais quand la plupart des gens s'en rendirent compte, la terre murmurait déjà un nouveau nom, Osman. Osman n'était plus seulement un chef tribal ou le fils d'un homme respecté. Les gens commencèrent à se nommer autrement Osmanli, ce qui signifie le peuple d'Osman. Ce n'était pas un nom imposé, c'était un nom qu'ils avaient choisi avec fierté. Ils le disaient sur les marchés, dans leurs prières, et même en chantant des berceuses à leurs enfants. Ce n'était pas encore un empire riche. Il n'y avait ni palais somptueux ni couronne brillante. La vie restait simplet de petits villages, des fortins en bois, des collines verdoyantes et de petits sentiers reliant un endroit à l'autre. Mais quelque chose d'important commençait à pousser. Le peuple n'était pas uni par la race, ni même par une seule religion. Il était uni par la confiance. Des cavaliers turcs chevauchaient aux côtés de fermiers grecs. Des hommes saints musulmans donnaient leur bénédiction près de moines chrétiens. Des marchands arméniens étaient accueillis sur les marchés. Chaque groupe apportait ses talents maçonnerie, agriculture, médecine, tissageait. Osman les accueillait tous. Il n'avait pas peur des différences. Il voyait que ces différences pouvaient rendre l'ensemble plus fort. Sa cour, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas une grande salle dorée. C'était souvent juste un cercle de gens assis autour d'un feu, parlant et décidant ensemble, avec respect. Ces combattants, appelés gazis, cultivaient la terre pendant les temps de paissement au printemps. Récoltant à l'automne, défendaient leur village lorsque c'était nécessaire. Ils ne combattaient pas par haine. Ils combattaient pour protéger leur foyer, pour maintenir la paix et l'ordre. Dans leur monde, la parole d'un homme avait encore un sens profond. Des hommes saints errants, appelés derviches soufis, dansaient souvent dans les cours ou restaient assis en silence, partageant leur sagesse d'une voix douce. Ils ne parlaient pas de roi ou de pouvoir, mais de l'âme, de la paix et du lien profond entre tous les êtres. Osman les écoutait. Il savait que les épées pouvaient prendre des terresmés, que seul l'esprit et l'unité pouvaient les garder. De plus en plus de gens vinrent s'installer sur les terres d'Osmanon pour fuir ou conquérir, mais pour rester. Certains venaient de la campagne byzantine appauvrie, lassés des impôts lourds et des troubles. Sur les terres d'Osman, ils trouvèrent quelque chose de précieux, la paix et la justice. On ne leur imposait pas de changer de religion, ils n'étaient pas écrasés par les taxes. On leur demandait simplement la loyauté en retour, ils étaient protégés. Puis, silencieusement et sans guerre, Osman prit une décision qui allait changer l'histoire. En 1299, alors que l'ancien empire seldjoukide s'effondrait, il ne vit plus aucune raison d'attendre la permission d'un souverain qui n'avait plus de pouvoir. Il déclara son indépendance sans discours bruyant ni violence, mais avec une confiance tranquille. Il savait ce qu'il avait bâti, et il croyait en ce que cela pouvait devenir.
C'est ainsi que commencèrent les Ottomans non pas dans le feu ou le chaos, mais par une croissance lente et continue, par des gens qui se rassemblaient, par des espoirs partagés et de la confiance. C'était un nom venu d'un seul homme, mais qui allait vivre bien au-delà de lui. Le monde ne le savait pas encore, mais quelque chose de grand venait de naître. Pas seulement un pays, mais une histoire. Et le peuple d'Osman venait juste de commencer à l'écrire. Une bannière dans le vent. Le vent d'Anatolie portait de nombreux sons et parfums. Il apportait l'odeur des olives écrasées, l'appel lointain des bergers, le doux cliquetis des perles de prière, et parfois le bruit discret des épées. Après qu'Osman eut déclaré son indépendance, ce vent commença à sembler différent. Il ne parlait plus seulement de survie, il commençait à parler de quelque chose de nouveau qui naissait. Une bannière avait été levée sur les collines. Elle était simple au début, mais elle se mit à briller d'une manière que les gens ne comprenaient pas encore. Osman n'avait pas de richesse. Il n'avait pas une grande armée ni de hautes murailles. Il n'avait pas de capitale, mais il avait quelque chose de mieux son peuple. Ils étaient forts, loyaux et pleins de foi. Et il avait autre chose, le temps. Il l'utilisa avec sagesse. Ses premières batailles n'étaient ni grandes ni bruyantes. Elles étaient silencieuses et réfléchies. Il bougeait comme une plante dans une rivière, pliant quand il le fallait, se redressant quand c'était nécessaire. De petits forts à la frontière des terres byzantines, des bâtiments de pierre au bout des vallées commencèrent à tomber. Non par de grandes batailles, mais par une pression lente. Osman n'avait pas besoin de détruire. Si les gens acceptaient de vivre sous son autorité, il les accueillait. Il acceptait quiconque apportait des compétences, de la loyauté ou du savoir, tandis que les anciens dirigeants seldjoukides disparaissaient dans le passé et que les chefs byzantins perdaient le contrôle, le nom d'Osman devenait plus fort non seulement à cause des combats, mais parce que les gens lui faisaient de plus en plus confiance. Ses premières victoires n'étaient pas connues dans les grandes villes du monde, mais pour les gens qui y vivaient, elles signifiaient tout. Les marchés rouvraient, les puits étaient nettoyés, les routes devenaient plus sûres. Les pères pouvaient rentrer chez eux le soir sans peur. C'est ainsi que naît un véritable empire, non dans les grandes batailles, mais dans les petites victoires quotidiennes qui rendent la vie meilleure. Osman vieillissait, il bougeait moins vite, son épée restait plus longtemps à sa place, mais ses yeux voyaient toujours tout. Il regardait son fils, Orhan, marcher parmi le peuple avec une confiance tranquille. Orhan avait appris plus que le commandement, il avait appris la patience, la force du silence et l'équilibre entre la douceur et la fermeté. Quand Osman mourut vers l'année 1323, il n'y eut aucune confusion. Le peuple savait quoi faire. Ils regardèrent vers Orhan, et il était prêt non comme un garçon essayant d'imiter son père, mais comme un homme qui avait marché à ses côtés et appris de lui pendant des années. Orhan ne chercha pas à se faire remarquer ni à se montrer plus grand que son père. Il ramassa simplement la bannière usée, poussiéreuse, simple, et la leva bien haut. Quand le vent passa au-dessus de Sehu, le drapeau ne trembla pas violemment. Il bougea calmement, avec intention. Le monde ne savait pas encore grand-chose de ce petit groupe appelé les Osmanlis, le peuple d'Osman. Mais les collines le savaient, les rivières le savaient. Et bientôt, les villes le sauraient aussi. Un grand changement arrivait, mais il ne viendrait pas avec bruit et colère. Il viendrait avec ordre, justice et vision. Et Orhan, le fils d'Osman, serait celui qui le mènerait. Le règne d'Orhan commença sans fanfare. Il ne convoqua pas de grandes assemblées ni ne proclama de décrets majestueux. Il continua simplement là où son père s'était arrêté. Il parlait peu, mais écoutait beaucoup. Il ne cherchait pas à faire son nom résonner, mais à faire résonner la paix dans les vallées et les collines qu'il protégeait. Sa force ne résidait pas dans sa voix, mais dans sa constance. Chaque matin, il se levait avant le soleil, marchait parmi les anciens, les artisans, les soldats, et leur posait les mêmes questions simples. « Comment vas-tu? Que puis-je faire pour t'aider? Qu'est-ce qui manque à ton foyer ?» C'est ainsi qu'il gouvernait non par ordre, mais par attention. Il comprit très vite que le pouvoir ne se mesure pas en terre ou en pièces d'or, mais dans la confiance que les gens placent en un nom.
Et ce nom, désormais, était le sien. Non parce qu'il l'avait réclamé, mais parce qu'on le lui avait donné. Avec respect. Les saisons passaient, et les frontières changeaient doucement. Chaque fortin conquis n'était pas détruit, mais transformé. Oran envoyait des maçons, des charpentiers, des conteurs. Les murs reprenaient forme, les toits étaient réparés, et les anciens habitants retrouvaient espoir. Ceux qui venaient de loin, Grecs, Arméniens, Turkmènes, Juifs, Kurdes n'étaient pas repoussés. On leur demandait simplement de vivre en paix, de travailler honnêtement, et de respecter ceux qui les entouraient. En retour, ils recevaient protection, justice et un avenir. Car c'était cela, le secret de la bannière. Elle ne représentait pas seulement une lignée ou une religion. Elle représentait une promesse que chacun, peu importe son origine, pouvait trouver un coin de paix sous son ombre. Oran ne cherchait pas à égaler les empereurs de Constantinople ni à imiter les sultans d'Orient. Il traçait sa propre route, faite de lenteur, de pragmatisme et de cœur. Il envoya des émissaires dans les villages les plus éloignés, non pour exiger des serments, mais pour offrir une main tendue. Beaucoup hésitaient, mais ceux qui acceptaient ne le regrettaient jamais. Là où les routes étaient pleines de dangers, il installait des patrouilles. Là où les rivières débordaient, il construisait des digues. Là où les enfants ne savaient ni lire ni écrire, il fondait des écoles. Et tandis que certains se demandaient encore qui étaient ces Osmanlus, d'autres les appelaient déjà les gens qui réparent. Un jour, alors que les feuilles tombaient sur les sentiers de Bilésic, Orhan s'arrêta devant une vieille forteresse byzantine abandonnée depuis des années. Le toit était effondré, les pierres noircies par le temps. Il regarda longuement les ruines, puis dit simplement « Elle peut encore servir ». Quelques mois plus tard, cette forteresse devint un hospice pour les malades et les vieillards. On y entendait des rires, des chants, et les récits de ceux qui avaient tout perdu et retrouvé ici une seconde vie. Ce n'était pas un geste stratégique, ce n'était pas une manœuvre politique, c'était simplement une manière de rappeler à tous que le pouvoir véritable ne se mesure pas en conquête, mais en guérison. Orhan savait aussi que la foi était un pilier, mais non une barrière. Il encourageait les juges à trancher avec équité, peu importe la langue ou la prière de l'accusé. Il réunissait les savants, les poètes, les conteurs pour qu'ils tissent ensemble une nouvelle mémoire, une mémoire qui ne divisait pas mais qui unissait. Ces batailles n'étaient pas absentes, bien sûr. Il fallut défendre des vallées, affronter des seigneurs byzantins hostiles, résister à des attaques venues de l'intérieur. Mais même dans la guerre, Orhan ne cherchait pas la gloire, il cherchait la stabilité. Chaque affrontement était précédé de pourparlers, chaque victoire suivie de reconstruction. Et puis, un jour, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il choisit une ville. Non une ville comme les autres, mais une cité qui brillait depuis des siècles, perchée au sommet d'une colline, entourée de murs solides. Bursa. Elle était byzantine, chrétienne, prospère, mais elle était aussi fatiguée, divisée et mal gouvernée. Orhan n'envoya pas tout de suite des troupes, il envoya des marchands, puis des tailleurs de pierre, puis des hommes de loi. Pendant des années, il observa, attendit, parla. Quand enfin il lança l'assaut, ce ne fut pas une razzia. Ce fut un acte précis, presque chirurgical. Peu de sang coula. Et quand les portes s'ouvrirent, Orhan entra non comme un conquérant, mais comme un gardien. Il ordonna que les églises restent ouvertes. Il offrit aux habitants un choix simple, partir ou rester sous sa protection. La majorité resta. Bursa devint alors plus qu'une ville. Elle devint un symbole, le premier vrai foyer des Osmanlis. Les rues furent pavées, les fontaines réparées, les écoles ouvertes à tous. Et tout au centre, sur une place tranquille, on hissa de nouveau la bannière. Elle flottait calmement, comme toujours, sans cris, sans menaces, mais avec une présence que nul ne pouvait ignorer. Le vent, qui avait porté l'odeur des olives et le murmure des épées, portait maintenant autre chose, la rumeur d'un avenir. Un avenir bâti pierre par pierre, main dans la main, sous une bannière simple mais pleine de sens. Et Orhan, fils d'Osman, marchait toujours droit, non pour montrer sa grandeur, mais pour montrer la voie. Des guerriers à l'art du gouvernement. Orhan savait que si les batailles pouvaient aider à conquérir des villes,
elles ne suffisaient pas à les garder. Les épées pouvaient ouvrir des portes, mais seule une bonne organisation pouvait les maintenir ouvertes pendant des générations. Comme son père, Orhan avait grandi à cheval, habitué à la vie rude des frontières. Mais une fois Bursa entre ses mains, il comprit que le vrai leadership allait bien au-delà de la guerre. Si les Ottomans voulaient durer, il leur faudrait plus que des soldats. Il leur fallait des règles, des systèmes et un sentiment d'appartenance. Il commença par quelque chose de petit mais puissant, des pièces. Elles étaient en argent simple mais très symbolique. C'était pas seulement pour le commerce, c'était un message discret. Chaque pièce montrait aux gens qui dirigeaient désormais. Les pièces étaient comme de petits drapeaux échangés de main en main, rappelant à tous que les Ottomans étaient là pour rester. Ce n'était pas juste une question d'argent, c'était une question d'identité. Petit à petit, les gens commencèrent à se sentir membres de quelque chose de nouveau. Puis Orhan installa un bureau de gouvernement à Bursa. Ce n'était pas impressionnant, juste quelques pièces remplies de papier, d'encre et de travailleurs silencieux. Mais ce petit bureau avait de l'importance. C'est là qu'on comptait les impôts, qu'on écrivait les lois, qu'on enregistrait les problèmes. Orhan n'avait pas inventé ces idées, il les emprunta aux anciens empires comme les Seldjoukides, les Byzantins et les Perses. Mais il les adapta à sa manière. Ce travail discret donna à l'autorité ottomane une base solide et stable. Vinrent ensuite les mosquées. Orhan n'en construisit pas des centaines d'un coup. Il prit son temps. Certaines étaient de nouveaux bâtiments en pierre fraîche. D'autres étaient d'anciennes églises, non détruites, mais transformées et soignées d'une nouvelle façon. Orhan ne cherchait pas à effacer le passé, il voulait bâtir par-dessus. L'histoire de la ville demeurait, mais elle prit une nouvelle forme. Les bâtiments devinrent des symboles d'un monde en transition, un monde qui gardait l'ancien tout en ajoutant du neuf. L'un des édifices les plus spéciaux fut la mosquée verte, ou Yeşil Cami. Ce n'était pas seulement un lieu de prière. Ses carreaux verts brillaient au soleil. Ses murs semblaient retenir le souffle frais des montagnes. À l'intérieur, les gens priaient, mais aussi discutaient, apprenaient, se retrouvaient. C'était un lieu à la fois de beauté et de sens. La mosquée ne criait pas. Elle murmurait quelque chose d'important, que cette terre n'était plus seulement celle des combattants, c'était un lieu de savoir, d'art et de paix. C'est cela qui rendait Orhan différent. Il ne menait pas seulement des armées. Il aidait les gens à se sentir en sécurité, intégrés et membres d'un tout. Il bâtissait lentement et avec soin. Il offrait à son peuple plus que des victoires, il leur offrait des écoles, des marchés, des routes propres et des lois justes. C'est ainsi qu'il transforma des guerriers en citoyens et une tribu en gouvernement. Et à Bursa, la ville où l'air des montagnes emplissait les marchés et où la prière résonnait dans les ruelles étroites, le changement était clair. Les Ottomans n'étaient plus seulement des cavaliers venus des lisières de l'Empire. Ils devenaient quelque chose de plus fort, un véritable État. Et derrière chaque changement discret, chaque loi, chaque pièce, chaque pierre posée dans une mosquée, on pouvait sentir la main calme et assurée d'Orhan. Il n'en parlait pas fort, mais il construisait l'avenir, pierre après pierre, forgés les janissaires. Certains moments de l'histoire ne concernent pas la conquête de nouvelles terres, mais la construction de quelque chose de plus solide, de plus durable. Pour les Ottomans, l'un de ces moments ne s'est pas produit lors d'une grande bataille, mais dans le silence de soldats s'entraînant ensemble, avançant au même rythme, apprenant à obéir sans parler. Orhan, qui regardait toujours vers l'avenir, savait que les victoires rapides ne suffisaient plus. Pour gouverner des villes, protéger un peuple et survivre longtemps, les Ottomans avaient besoin de mieux que de simples cavaliers courageux. Il leur fallait quelque chose qui ne s'efface pas avec le temps, quelque chose de fidèle non à une famille mais à une cause. Tout commença donc avec les Yayas, le premier groupe de fantassins. Ces hommes venaient des fermes et des villages. Ce n'étaient pas des nobles. Ils n'avaient ni nom célèbre, ni armure brillante, mais ils étaient fiables. Ils s'entraînaient dur, tenaient la ligne, gardaient les villes et surveillaient les murailles. Ils furent le début d'une chose nouvelle, une véritable armée, non bâtie sur la tradition, mais sur le but et l'organisation. Mais ce n'était qu'un commencement.
À mesure que les Ottomans s'étendaient à travers les Balkans et plus loin en Anatolie, ils faisaient face à plus que des ennemis. Ils découvraient des peuples différents, des villages chrétiens, des villes slaves, des familles grecques. Mais Orhan et ceux qui lui succédèrent virent en ces garçons quelque chose d'important. Non leur origine, mais leur potentiel. Ils ne regardaient pas d'où ils venaient. Ils regardaient ce qu'ils pouvaient devenir. Alors un nouveau système fut créé. On l'appela Devshirme. À première vue, c'était dur. De jeunes garçons chrétiens étaient arrachés à leur foyer. C'était douloureux, souvent déchirant. Mais ces garçons n'étaient pas traités en esclaves. Ils étaient amenés au cœur de l'Empire et formés avec soin. Ils apprenaient de nouvelles langues. On leur enseignait les lois de l'Empire et la religion de l'islam. Ils recevaient la meilleure éducation, tant pour le combat que pour le commandement. Certains devenaient soldats, d'autres devinrent érudits, juges ou conseillers. Ils étaient façonnés pour la grandeur. De ce système naquit un nouveau genre de soldats, les janissaires. Ce n'étaient pas des guerriers tribaux, ce n'étaient pas des mercenaires. Ils n'appartenaient qu'au sultan. Ils vivaient sous des règles strictes. Ils ne pouvaient pas se marier ni devenir riches. Leur loyauté était totale. Ils ne servaient pas une famille, ils servaient une idée. Ils s'entraînaient ensemble, marchaient en silence, combattaient avec discipline. Ils parlaient peu, ne se plaignaient pas. Ils obéissaient sans hésitation. Pour les étrangers, ils paraissaient étranges plus machines comme. Mais au sein de l'Empire, ils étaient admirés, voire redoutés. Leur tenue était toujours impeccable. Leurs gestes étaient nets, leur fidélité profonde. Bien qu'ils aient été autrefois des enfants chrétiens venus de contrées lointaines, ils devinrent la force la plus puissante de l'armée ottomane. Leur ancienne vie s'effaçait, ils devenaient pleinement ottomans. Les janissaires ne furent pas créés par la tendresse. Ils furent forgés avec précision froidement, minutieusement, durablement. On les façonnait morceau par morceau, jusqu'à ce que rien de leur vie d'avant ne reste. Orhan ne vécut pas assez pour voir ce que les janissaires allaient devenir, mais c'est son idée que la loyauté pouvait se construire qui donna à l'Empire l'un de ses outils les plus puissants. Par le Devshirme, les Ottomanes ne faisaient pas que prendre des terres. Ils entraient dans les foyers de ceux qu'ils gouvernaient et transformaient leurs fils en leur plus grande force. Les janissaires étaient plus que des soldats. Ils devinrent le symbole de quelque chose de nouveau. Un empire nouveau avait besoin d'un nouveau type de serviteur. Et quand ils marchaient, le sol semblait changer sous leurs pas. Ce n'était pas seulement le bruit des bottes, c'était le son de la discipline, d'une loyauté silencieuse et d'un pouvoir bâti non sur la peur mais sur une volonté pensée. Le chant des merles, le soleil se leva lentement sur les vastes plaines du Kosovo, projetant de longues ombres sur la terre humide. Nous étions en juin 1389 et tout semblait immobile, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Des oiseaux volaient au-dessus, mais aucun ne chantait. C'était un de ces jours rares où même le ciel paraissait silencieux. Deux armées se faisaient face. D'un côté, les combattants chrétiens des Balkans serbes, bosniaques et d'autres unis non seulement par la promesse, mais par la peur et l'espoir. De l'autre, les Ottomans forts, organisés, déjà redoutés des rois d'Occident. Leur chef était le sultan Murad, fils d'Orhan et petit-fils d'Osman. Ce n'était pas un souverain ayant mené une vie douce, il était forgé pour combattre. Les Ottomans s'étaient déjà enfoncés profondément en Europe. Ils avaient fait des alliances, bâti des places fortes, et peu à peu s'étaient fondus dans cette terre. Mais plus ils avançaient, plus la résistance devenait vive. Et ici, sur cette plaine appelée Kosovo-Polje-le-Champ des Merles, ils affrontèrent leur plus grand défi. Face à eux, le prince Lazare, un chef courageux et épuisé, voyait ce combat comme plus qu'une défense de territoire. Pour lui, il s'agissait de sauvegarder un mode de vie. Alors que le soleil montait dans le ciel, les deux camps se préparèrent. Les épées furent dégainées, les tambours de guerre résonnèrent, et les armées s'entrechoquèrent avec une force terrifiante. La poussière monta, l'acier heurta les os. Les hommes criaient, tombaient,
continuaient de se battre. Le combat oscillait sans fin. Les boucliers se brisaient, les chevaux s'emballaient, mais aucun des deux camps ne céda. Le sultan Murad ne resta pas à l'abri, sur une colline sûre. Il était au milieu de ses soldats, les vêtements sales, les yeux alertes. Il savait que les empires ne sont pas transmis comme des cadeaux, ils se bâtissent par des choix difficiles et le sacrifice de ceux qui les suivent. Mais cette bataille serait sa dernière. Au cœur du chaos, un noble Serbe nommé Miloš Obilić réussit à atteindre le camp ottoman. Certains disent qu'il était déguisé, d'autres racontent qu'il feignait la reddition. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ensuite. Mais une chose est certaine, le sultan Murad reçut un coup de poignard. Il meurt là, au milieu de la mêlée. Malgré la chute de leur chef, les Ottomans remportèrent la bataille. Lorsque le soleil se coucha, ils occupaient toujours le terrain. Le prince Lazare fut capturé et exécuté peu après. L'armée serbe était brisée, mais les deux camps payèrent un lourd tribut. Un chef pour un chef, une perte pour une perte. La plaine était couverte de sang et de tristesse. Le Kosovo ne fut pas seulement une victoire, ce fut un tournant. Pour les Balkans, il démontra que les Ottomans étaient là pour y rester. Pour les Ottomans, ce fut un rappel brutal que bâtir un empire exige plus que de la puissance, il faut des sacrifices. Le sultan Murad ne fut pas inhumé dans sa ville natale de Bursa. Il reposa directement sur le champ de bataille. Sa tombe se dresse encore aujourd'hui, paisible dans l'herbe. Elle n'est pas seulement le lieu de repos d'un souverain, mais le symbole d'un moment où l'Empire ottoman entra vraiment dans le monde de l'histoire et sans jamais regarder en arrière. Mais la terre du Kosovo, imbibée de sang, ne parla pas tout de suite. Ce jour-là, les vainqueurs et les vaincus quittèrent le champ sans chant ni gloire. Même les Ottomans, pourtant restés debout, n'élevèrent pas la voix. Trop de leurs compagnons gisaient à terre, trop de chefs avaient perdu la vie. Il ne s'agissait pas d'un triomphe éclatant, mais d'un prix payé au plus haut coût. Cette journée marqua le début d'un autre genre de conquête, non plus celle du sabre seulement, mais de la patience, de l'administration, de la lente intégration. Les jours qui suivirent furent silencieux. Les charniers improvisés, les brancards portés par des survivants boiteux, les soupirs des mourants, tout rappelait que les armées n'étaient pas faites d'acier, mais de chair. Et cette chair avait été déchirée. Le prince Lazare, captif, fut conduit devant les officiers ottomans. Son regard ne trahissait ni peur ni remords. On dit qu'il refusa de s'agenouiller. Il regarda les visages autour de lui, jeunes et vieux, certains marqués par la victoire, d'autres encore saisis par l'horreur. Puis, dans une dignité muette, il accepta sa fin. Son exécution ne fut pas un spectacle, mais une nécessité brutale dans une guerre sans indulgence. Et pourtant, dans les années à venir, cette mort devint plus qu'un simple épisode tragique. Dans les récits des peuples des Balkans, Lazare devint martyr, héros, figure sacrée. Il symbolisait la résistance, le choix du sacrifice, l'ultime fidélité à une terre qu'il savait menacer. On chanta son nom, on murmura ses prières. Son souvenir s'entremêla au tissu spirituel d'une région qui refusait de mourir. De l'autre côté, l'Empire ottoman, bien que victorieux, perdit un pilier. Murad, le sultan mort sur le champ de bataille, laissa derrière lui non seulement un trône, mais une question. Qui porterait le fardeau après lui? La succession ne fut pas paisible. Ses fils, Bayezid et Yacoub, campaient tous deux dans les environs. Et comme souvent dans les cours de guerre, le pouvoir n'attend pas. Bayezid, surnommé plus tard Yıldırım l'éclair, ne laissa aucune place au doute. Il fit assassiner son propre frère Yacoub, éliminant ainsi toute contestation possible. Le sang d'un frère succéda au sang d'un père, et l'éclair frappa. Bayezid monta sur le trône sans couronne, dans la hâte et la gravité d'un monde qui n'accordait jamais de pause. Sous son règne, l'Empire s'étendit encore. Il consolida les gains, fortifia les routes, établit les tribunaux. Mais l'ombre du Kosovo le suivit. Ce n'était pas seulement une bataille gagnée, c'était un souvenir brûlant d'un empire qui avait goûté à la fragilité. Car l'histoire ne se construit pas sur les victoires seules, mais sur ce qu'on fait avec la douleur qui en découle. Et la douleur, elle, imprégnait les récits des deux peuples. En Serbie, des siècles durant,
le chant des merles devint une sorte d'autel collectif. On y pleura la liberté perdue, on y exalta la grandeur passée. Des prêtres, des poètes, des mères racontaient l'histoire du roi Lazare comme on récite une prière. Le 28 juin, jour de la bataille, devint une date gravée dans la mémoire collective Vidovdan, un jour de deuil, de souvenir et de lutte intérieure entre fierté et mélancolie. Pour les Ottomans, la tombe de Murad, sur le sol étranger, prenait une autre signification. Contrairement aux traditions, il ne fut pas ramené à Bursa. Son cœur fut enterré là, au milieu des herbes du Kosovo, dans une petite mausolée de pierre. Son corps fut transféré à Bursa, mais son essence, disait-on, resta sur le champ de bataille. Cela voulait dire quelque chose. Ici, l'Empire avait sa racine européenne. Ce n'était plus une conquête temporaire, c'était un ancrage. Au fil des décennies, de nouvelles générations foulèrent la plaine sans toujours comprendre ce qui s'y était joué. Les tombes se couvrirent de mousse, les noms s'effacèrent des pierres. Mais les histoires, elles, restèrent vivantes. Elles circulaient dans les marchés, les mosquées, les églises, les tavernes. Les vieux les chuchotaient aux enfants, les bardes les chantaient aux voyageurs. Car même les terres les plus oubliées ont parfois été des épicentres du destin. Le chant des merles n'était plus seulement un lieu. Il était devenu une fracture dans la mémoire, un miroir où chacun, vainqueur comme vaincu, voyait ses propres cicatrices. Et parfois, au coucher du soleil, lorsque la brume recouvrait les herbes et que le silence tombait à nouveau, on disait qu'on pouvait entendre un murmure, pas celui d'un oiseau, ni d'un homme, mais de la terre elle-même. Elle parlait de gloire, de trahison, d'amour et de perte. Elle rappelait que chaque empire, aussi vaste soit-il, repose toujours sur un sol qu'il doit apprendre à respecter. Ainsi le Kosovo demeura, non pas figé dans le passé, mais vivant dans les souvenirs, les serments et les chants, car il est des lieux que l'histoire ne quitte jamais. L'éclair, Bayezid arriva au pouvoir juste après une grande bataille au Kosovo, où son père, le sultan Murad, avait trouvé la mort. Murad avait bâti l'empire lentement, avec prudence, étape par étape. Mais Bayezid était différent. Il était rapide, audacieux et plein d'énergie. On l'appelait Yildirim, l'éclair pas, comme un simple surnom, mais parce qu'il frappait comme la foudre à la guerre. Ses soldats disaient qu'il surgissait du ciel. Bayezid n'attendit pas. Alors que d'autres auraient pris le temps de pleurer ou de planifier, lui se lança immédiatement dans l'action. En quelques années à peine, il poussa l'Empire plus loin en Europe. Il prit la Bulgarie, la Serbie et la Thessalie, battant les armées ennemies, installant des garnisons dans de nouvelles terres et concluant des mariages politiques astucieux. Il ne faisait pas que ce Batreï prenait le contrôle. Un petit État après l'autre tombait entre ses mains. Il n'était pas cruel sans raison. Si quelqu'un se rendait, il était souvent épargné et intégré au monde ottoman grandissant. Mais ceux qui résistaient étaient écrasés. Château après château tombait. Les routes dangereuses devenaient sûres. Ces armées avançaient comme des machines, et beaucoup commencèrent à croire que rien ne pouvait arrêter les Ottomans. Mais comme la vraie foudre, Bayezid ne s'arrêtait jamais pour se reposer. Il voulait plus que les Balkans. Il tourna son attention vers l'Anatolie, où de petits États turcs gouvernaient encore. Certains se soumirent pacifiquement, mais d'autres résistèrent. Il les vainquit un par un. Cette terre, divisée en 1000 morceaux, fut réunie sous son autorité. Puis Bayezid posa les yeux sur un but encore plus grand, Constantinople. Cette ville avait tenu bon pendant des siècles. Elle était la capitale de l'ancien empire byzantin. Les Ottomans avaient toujours rêvé de la prendre, et Bayezid pensait que le moment était venu. En 1394, il commença à l'encercler avec ses troupes. C'était un siège lent et pesant, fait pour affaiblir la ville peu à peu. De l'aide arriva d'autres terres chrétiennes, et ceux à l'intérieur tinrent bon, désespérés mais décidés. Bayezid croyait que sa puissance pouvait tout conquérir. Mais Constantinople n'était pas seulement une ville, c'était un symbole, et elle ne tomberait pas si facilement. Tandis qu'il concentrait toute son attention à la briser, une autre menace approchait. Une menace venue de loin. Un homme avançait depuis l'Est,
un homme que même Bayezid allait devoir craindre, mais cette partie de l'histoire n'était pas encore arrivée. Pour l'instant, Bayezid avait montré au monde ce que l'Empire ottoman pouvait devenir, fort, rapide et avide de conquête. Comme un éclair dans le ciel, il illuminait la terre, frappant de peur et d'admiration à la fois. Mais l'éclair ne dure jamais, il brille, puis vient la tempête. Bayezid avait fait entrer les Ottomans dans l'histoire et bientôt, le monde allait riposter. Frères en guerre, après la bataille d'Ankara, l'Empire ottoman était blessé, mais pas détruit. Le sultan était mort, l'armée était brisée, et plus personne ne savait qui commandait. Les villes attendaient dans le silence. Les drapeaux qui flottaient fièrement pendaient maintenant sans vent. Il n'y avait plus de chef clair, et l'Empire était figé. Les gens craignaient qu'il s'effondre complètement. Et dans ce silence, le pouvoir commença à chercher une nouvelle main pour le tenir. Bayezid était mort sans nommer d'héritier unique. Il avait plusieurs fils, chacun élevé dans un lieu différent, et chacun convaincu qu'il devait être sultan. Mais au lieu de s'unir pour honorer leur père ou sauver l'Empire, ils se sont battus, pas avec des mots, mais avec des armées. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas discuté, ils se sont fait la guerre. Plus tard, on appellerait cette époque l'interrègne. Mais ce mot semble trop calme pour ce que c'était vraiment. Une période où des frères se trahissaient, où des villes étaient déchirées et où la confiance disparaissait. Süleyman prit l'ouest et se déclara sultan à partir d'Edirne. Isa fit de même à Bursa. Musa revendiqua son pouvoir près du Danube. Et loin à l'est, Mehmed attendait à Amasya silencieux et observateur. L'Empire était coupé en morceaux. Ce n'étaient pas des ennemis étrangères, c'était la famille. Chaque frère faisait des promesses aux gouverneurs et aux soldats, puis les brisait quand cela l'arrangeait. Les chefs de ville changeaient de camp souvent. Les soldats ne combattaient plus pour l'honneur, mais pour l'argent. Même le souvenir d'Osman, le fondateur de l'Empire, commençait à s'effacer. Bursa fut prise puis perdue de nouveau. Des villes furent incendiées. Les campagnes souffrirent plus que toutes, le champ n'était plus cultivé, les villages restaient vides, et beaucoup d'enfants perdirent leurs parents dans des guerres qu'ils ne comprenaient pas. Mais malgré tout, au fond d'eux, les gens continuaient à se dire « Ottomans ». Ils gardaient ce nom, même si tout le reste s'écroulait. De tous les frères, Mehmed était le plus discret. Il ne parlait pas fort, ne se déplaçait pas vite. Il attendait et observait. Lorsqu'il décida enfin d'agir, il ne fonça pas comme le tonnerre. Il avança comme une pluie régulière, lente et sûre. Il s'allia avec un frère pour en vaincre un autre, puis se retourna contre son allié quand le moment fut venu. Il ne se battait pas pour l'orgueil, où les Revzil se battaient pour garder l'Empire en vie. En 1413, tous les fils de Bayezid avaient été vaincus. Musa fut le dernier à tomber, près de la rivière Maritsa. Quand ce fut terminé, Mehmed devint sultan. Il ne triompha pas avec arrogance et prit le pouvoir comme quelqu'un qui s'occupe de quelque chose de brisé. Son règne ne fut pas celui des conquêtes. Il s'agissait de réparer ce qui avait été détruit. Il ramena les provinces sous contrôle, répara les routes et relança le système fiscal. Il rappela les gouverneurs, calma les nobles en colère et reconstruisit les parties brisées du gouvernement. L'armée des janissaires fut réorganisée. Les tribunaux rouvrirent. Le commerce revint. Mehmed ne bâtit pas de grands palais ni ne mena de grandes guerres. Son succès fut silencieux mais solide. Il montra que l'Empire ne reposait pas seulement sur les épées mais sur l'ordre, la paix et le travail dur. Même après avoir été proche de l'effondrement, les Ottomans pouvaient encore se relever. Il mourut en 1420 et eut ni très vieux ni vraiment jeune. Il fut enterré à Bursa aux côtés de ses ancêtres, dans une ville qui avait failli être perdue durant les combats. Il ne laissa pas derrière lui une traînée de victoires ou un palais doré, mais il laissa quelque chose de plus précieux. La paix, l'unité et le sentiment que l'Empire revenait à la vie. Les Ottomans avaient été brisés, mais après le sang versé entre frères, l'un d'eux avait trouvé un moyen de rassembler les morceaux. Et lentement, l'Empire se redressa de nouveau, non pas sauvage et incertain, mais stable et fort. Mourad II,
la force tranquille. Quand Mehmed mourut, l'Empire ne s'effondra pas, mais tout le monde retint son souffle. Les souvenirs douloureux de la guerre civile entre frères étaient encore frais. L'Empire était redevenu un, mais il semblait fragile, comme du verre recollé. À ce moment délicat, la couronne passa à son jeune fils, Mourad. Mourad n'avait que 16 ans. Beaucoup murmuraient qu'il était trop jeune, trop peu expérimenté. Mais Mourad ne cherchait ni à se faire remarquer, ni à se précipiter vers la guerre. Il avait appris en observant son père régner avec calme et sagesse. Et maintenant, alors que le monde le regardait, il s'avança discrètement sans crier, sans éclat, mais prêt à gouverner avec soin et patience. Mourad régna pendant plus de 30 ans. Ces années ne furent pas marquées par de grandes victoires ou des événements spectaculaires. Elles furent remplies de reconstructions. Mourad ne voulait pas conquérir de nouvelles terres juste pour paraître puissant. Il savait que si un empire grandit trop vite, sans racines solides, il peut s'effondrer. Alors, il se concentra sur la stabilité. Il réforma le système fiscal, renforça les tribunaux et réorganisa l'armée. Il répara les ponts et les mosquées endommagées lors des conflits passés. Il n'avait pas besoin d'être applaudi. Ce qu'il voulait, c'était l'ordre. Mais la paix ne dure jamais éternellement, surtout pour un empire en pleine expansion. Au nord-ouest, la Hongrie surveillait les Ottomans de près. À l'ouest, l'Albanie se soulevait, forte et en colère. Mourad n'eut pas le choix. Il dut combattre non par goût de la guerre, mais parce que l'Empire avait besoin de protection. Il mena les batailles avec prudence, pas avec des assauts sauvages. Contre les Hongrois, il utilisa des stratégies réfléchies et une défense solide. Il protégea la frontière du Danube avec la même attention qu'il portait à la justice. En Albanie, Mourad affronta un ennemi redoutable, un rebelle nommé Skanderbeg. Il avait autrefois servi dans l'armée ottomane, mais combattait maintenant contre elle avec courage et habileté. Mourad ne le sous-estima pas. Il savait que certaines batailles ne se gagnent pas rapidement. Certains ennemis, comme les hautes montagnes, s'usent lentement avec le temps. Toutes les batailles ne furent pas des victoires. Le siège de Belgrade échoua. Des traités furent signés, puis trahis. Pourtant, l'Empire resta solide. Mourad comprenait la force de la patience. Il n'avait pas besoin de gagner chaque combat. Il construisait un avenir, et cet avenir grandissait dans son palais. Un garçon, il s'appelait Mehmed. Il apprenait les mathématiques pendant que les soldats s'entraînaient dehors. Il étudiait les langues comme l'arabe et le persan. Il observait attentivement son père gérer à la fois la guerre et la paix. Mehmed n'apprenait pas seulement des fetsi, il apprenait à gouverner. Mourad voyait l'intelligence du garçon. Alors en 1444, il céda le trône pour un moment et laissa le jeune Mehmed prendre sa place non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait voir ce que son fils pouvait faire. Mais le monde n'était pas prêt. Des armées chrétiennes se rassemblèrent, espérant profiter de l'occasion. Mourad revint alors pour mener à nouveau. Il les battit à la bataille de Varnanon avec colère, mais avec une détermination claire. Puis, une fois le danger écarté, il reprit sa place discrète. Quand Mourad mourut en 1451, l'Empire ottoman n'était plus faible. Il avait des frontières solides, des institutions en ordre et une direction stable. Et surtout, il avait un fils prêt à régner, un garçon qui avait observé et appris pendant tout ce temps. Mourad ne courut jamais après la gloire. Il ne construisit pas de monuments, ni ne se vanta de ses victoires. Ce qu'il bâtit, c'était la fondation, la scène d'un avenir plus grand. Et ce faisant, il laissa le plus grand cadeau qu'un souverain puisse offrir, les bons outils entre les mains de quelqu'un qui savait les utiliser. La chute de Constantinople. La ville de Constantinople se tenait depuis des siècles, telle une reine fière assise dans un vieux palais. Entourée par la mer et protégée par d'épaisses murailles de pierre, elle avait survécu alors que tant d'autres lieux étaient tombés dans l'oubli. Cette cité, autrefois cœur de l'Empire byzantin, n'était plus qu'une ombre silencieuse de ce qu'elle avait été. Sa beauté subsistait, mais son pouvoir avait disparu. En 1453, elle n'était plus ni forte ni vivante. Elle survivait surtout par habitude. Et de l'Est arriva un jeune homme non pour admirer son passé,
mais pour la prendre pour lui. Mehmed II n'avait que 21 ans. Mais ce n'était pas un jeune homme ordinaire. Il avait déjà régné une première fois, et pendant ce temps, il avait compris combien il était difficile d'être un dirigeant et ce qu'il fallait pour garder le pouvoir. Après la mort de son père, Mehmed reprit le trône non pas seulement plein de rêves, mais avec des plans précis. D'autres souverains ottomans avaient voulu prendre Constantinople, mais aucun n'avait réussi. Mehmed ne se contentait pas d'y penser, il traça un plan minutieux pour la conquérir. La ville était défendue par les célèbres murailles Théodosiennes, 3 couches épaisses de pierre qui avaient repoussé les attaques pendant 1000 ans. Derrière ces murs se trouvait le dernier empereur byzantin, Constantin Onzel. Il était courageux mais épuisé, et il savait à quel danger il faisait face. Il n'avait que quelques milliers de soldats, environ 7000 et encore moins d'alliés. Les dirigeants d'Occident envoyèrent des mots gentils et des promesses, mais pas de véritable aide. Constantinople se retrouvait seul. Mehmed, de son côté, amena une armée immense de dizaines de milliers d'hommes, incluant des combattants aguerris, des janissaires, des ingénieurs et des cavaliers. Pourtant, même avec autant de soldats, la ville restait difficile à prendre. Il lui fallait quelque chose de plus. Alors il ordonna la construction d'un canon géant, aussi grand qu'une maison, coulé en bronze. Il fallut des semaines pour le transporter jusqu'à la ville, tiré par des animaux. Ce canon n'était pas seulement une armée, c'était un symbole. Il représentait la puissance moderne face aux traditions anciennes. Lorsqu'il tenait, le sol tremblait et les murailles autrefois invincibles commençaient à se fissurer. Mais Mehmed ne comptait pas uniquement sur son canon. Le côté nord de la ville était protégé par une muraille maritime, le Corne d'Or, défendu par une énorme chaîne de fer tendue à travers l'eau pour bloquer tout passage. Aucune flotte ne pouvait y entrer. Alors Mehmed fit l'impensable, fit traîner ses navires sur la terre ferme, en les faisant rouler sur des rondins huilés, contournant la chaîne. En pleine nuit, ces navires apparurent derrière les défenses ennemies. Lorsque les habitants découvrirent au matin des navires dans leur port, là où il n'y en avait jamais eu, la panique les saisit. Leurs murs de mer avaient échoué. Pendant 53 jours, le siège continua. De jour, le grand canon tonnait. De nuit, les Ottomans creusaient des tunnels sous les murs. À l'intérieur, on priait, on allumait des bougies, espérant que la foi suffirait à protéger la ville. Dehors, Mehmed attendait, observait. Puis, le 29 mai, l'assaut final commença. Les janissaires attaquèrent les murs par vagues, beaucoup tombèrent des deux côtés. L'empereur Constantin se battit jusqu'au bout, épée à la main, et mourut pendant la bataille. Les Ottomans brisèrent les lignes et envahirent les rues. La grande cité surnommée la reine des villes était tombée. Mais Mehmed n'était pas venu pour tout détruire. Il entra dans Sainte-Sophie, la plus grande et la plus importante église de la ville, et ordonna à ses hommes de ne pas l'abîmer. Il demanda qu'elle soit transformée en mosquée, mais que l'édifice soit préservé. Il marcha dans ses couloirs non pas avec haine, mais avec gravité. Il avait conquis la ville, et désormais il n'était plus seulement un sultanat, il devenait un maître d'empire. Mehmed franchit les portes brisées de Constantinople alors que la lumière du matin baignait les tours effondrées et les pierres brisées. La fumée flottait au-dessus des toits, et l'air portait l'écho de 1000 voix, certaines en deuil, d'autres en triomphe. Le siège était terminé, mais ce qui suivrait serait encore plus important. La ville, meurtrie et ensanglantée, se tenait entre deux époques. Mehmed le comprit immédiatement. Ce n'était pas seulement la fin d'une guerre, c'était la naissance de quelque chose de tout à fait nouveau. Les soldats envahirent la ville en suivant les anciennes routes comme des rivières en crue. Certains cherchaient des trésors, d'autres des prisonniers, et d'autres encore restaient émerveillés devant cette cité qu'ils n'avaient connue que dans les récits. Les rues étaient jonchées d'icônes brisées, de statues renversées et des ruines de maisons autrefois splendides. Mais même dans sa ruine, Constantinople gardait une majesté. Des colonnes tenaient toujours debout, des mosaïques scintillaient encore, et les dômes s'élançaient vers le ciel. Elle était brisée, mais pas morte. Mehmed avançait avec précaution, non pas dans la joie, mais avec un sentiment lourd. Il savait qu'il avait changé l'histoire, et désormais, l'histoire suivrait ses pas.
Sous le dôme immense de Sainte-Sophie, ses pas résonnaient alors qu'il levait les yeux vers le plafond doré. La lumière entrait par les fenêtres brisées comme un feu doux. C'était un lieu où les empereurs priaient et étaient couronnés. Maintenant, il appartenait à un nouveau monde. Il ne brisa pas la croix, il ne brûla pas les livres. Il ordonna à ses hommes de traiter ce lieu avec respect. L'Église deviendrait une mosquée, oui, mais elle resterait une maison de Dieu. Il couvrit les images chrétiennes, mais ne les effaça pas. Il laissa certaines églises ouvertes et offrit la sécurité aux citoyens grecs. Ce n'était pas la victoire d'une religion sur une autre. Pour Mehmed, c'était une victoire de visionner une ville oubliée du monde, renaissant entre de nouvelles mains, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Une ville prise par la force devait être reconstruite vite ou elle tomberait dans le chaos. Mehmed se mit aussitôt au travail. Il ne voulait pas Constantinople comme un simple trophée, il la voulait comme capitale. Il l'appela Istanbul. Il envoya des ordres dans tout l'Empire. Des familles d'Anatolie, d'Arménie, des Balkans et d'ailleurs devaient venir s'y installer. Des artisans eurent du travail garanti. Des commerçants furent assurés de leur sécurité. Les chefs religieux de toute confession musulmans, chrétiens, juifs furent protégés. Il ne voulait pas d'une ville vide, il voulait une ville vivante. En quelques mois, les marchés rouvrirent. Le bruit des marteaux et des sciés résonna dans les rues pendant que les maisons étaient réparées et que des mosquées s'élevaient près des cathédrales anciennes. Des jardins furent plantés, les canaux d'eau réparés. La ville qui avait autrefois défendu l'Empire romain reprenait Viémais à un nouveau rythme. Mehmed fit construire des écoles, appelées médersa, pour enseigner le droit, les sciences et le Coran. Il fonda des bibliothèques et invita des savants de terres lointaines. Là où les empereurs romains avaient régné en latin et en grec, l'Istanbul de Mehmed parlerait plusieurs langues. Elle ne serait pas seulement turque, elle serait un carrefour du monde. Il savait aussi que le monde entier le regardait. L'Europe occidentale n'avait jamais cru que la ville tomberait vraiment. Désormais, rois et papes envoyèrent des lettres certaines empreintes de peur, d'autres de stupéfaction. Mais Mehmed répondit non par la menace, mais par l'architecture et la loi. Il voulait leur montrer qu'un nouvel ordre était né. Pas un retour à la barbarie, mais un nouveau type d'empire fort, mais éduqué. Féroce dans la guerre, mais stable en paix. Pourtant, tout le monde n'accepta pas son règne. Certains Grecs pleurèrent la perte avec amertume. D'autres craignirent ce qui viendrait. Quelques villes balkaniques se soulevèrent. Mais Mehmed agit vite. Il envoya son armée apaiser les troubles spas seulement par l'épée, mais en proposant un règne juste. S'ils payaient leurs impôts et obéissaient aux lois, ils pouvaient vivre en paix. Même ses anciens ennemis commencèrent à voir quelque chose d'inhabituel chez ce jeune sultan. Ce n'était pas un conquérant de plus avide de terre. Il lisait l'histoire. Il parlait plusieurs langues. Il débattait avec des savants. Il respectait l'art. Il rêvait d'un empire qui lui survivrait. Le titre qu'il portait désormais allait au-delà de sultan. Il se faisait appeler Kaiser i Rome, César de Rome. Pour beaucoup, c'était audacieux, presque impossible. Mais Mehmed croyait qu'avec Constantinople sous ses pieds, il avait hérité de l'héritage romain, non par le sang, mais par la conquête et la vision. Et en un sens, il n'avait pas tort. L'Empire romain était tombé à l'ouest depuis longtemps. À l'est, il avait tenu bon à travers Byzance. Maintenant, il lui revenait. Il restaura l'ancien hippodrome, rouvrit les ports, envoya des ambassadeurs à Venise et Gênes. Il invita des architectes chrétiens pour concevoir ses palais. Il fit venir à sa cour des poètes persans et des mathématiciens égyptiens. Son rêve n'était pas d'effacer l'ancien monde, mais de le fusionner en quelque chose de plus grand. Un nouvel empire pour une nouvelle époque. Mais Mehmed restait prudent. Il ne laissa pas la bonté devenir une faiblesse. Il gouverna avec fermeté. Les révoltes furent écrasées rapidement. Les espions étaient partout. La confiance se méritait, elle n'était jamais donnée. Il savait ce qui arrivait aux dirigeants trop doux, alors même s'il ouvrait ses portes à tous, il gardait les clés. Même en bâtissant sa capitale, il regardait vers l'extérieur. La chute de Constantinople n'était que le début. Il voulait Athènes,
Il voulait Trébizonde, il voulait aller plus loin en Europe. Non pas reine de l'Occident, mais parce qu'il croyait que son empire devait être inébranlable, fondé sur toutes les bases de l'ancien monde. Dans sa nouvelle capitale, les enfants de différentes religions jouaient dans les mêmes rues. Les marchés vendaient des olives grecques, des tapis persans et du blé slave. Les appels à la prière résonnaient aux côtés du tintement discret des cloches d'église. La ville respirait à nouveau, non comme un butin mais comme un cœur qui bat. Ainsi Constantinople ne tomba pas vraiment. Elle changea de main, elle changea de nom, mais elle continua de vivre. Grâce à la force d'un jeune homme qui vit plus qu'un champ de ruinesquis entra dans une ville brisée, non pour l'enterrer, mais pour l'élever plus haut que jamais. Mehmed se tenait au bord du Bosphore, l'eau scintillant sous le soleil couchant. La même mer qui avait protégé la ville portait désormais ses navires. Les murs qui avaient arrêté tant d'armées se dressaient maintenant derrière lui. Et devant lui, il y avait tout. Il n'était plus seulement un sultan, il était un symbole, un pont entre l'Est et l'Ouest, entre le passé et l'avenir. Et dans les cendres d'un empire ancien, Mehmed bâtit non seulement une nouvelle capitale, mais un héritage qui marquerait le monde pour des siècles. Renaissance d'un empire. La ville avait été gravement blessée, mais elle n'était pas morte. Quand Mehmed franchit les portes de Constantinople, passant devant des tours brisées et des dômes éventrés, il ne vit pas une ville en ruine, il vit un nouveau départ. Pour lui, prendre la ville n'était pas la fin d'une guerre. C'était le début de quelque chose de plus grand. Ce ne serait plus un lieu peuplé de fantômes et de souvenirs anciens. Ce serait à nouveau une ville pleine de vie. Mehmed ne commença pas par construire de grands palais. Il commença par les gens. Après le siège, la ville était presque vide. Les rues autrefois pleines de prières et de pas étaient désormais silencieuses. Alors Mehmed ordonna que des gens reviennent y vivre, mais il ne les força pas. Il envoya une déclaration invitant musulmans, chrétiens et juifs de tout son empire à venir s'y installer. Des ouvriers, commerçants, artistes, enseignants et bâtisseurs vinrent pas pour se battre, mais pour commencer une nouvelle vie. Ils apportèrent leur savoir-faire, leur langue, leur religion et leurs espoirs. Peu à peu, la ville reprit vie. Mehmed savait que le pouvoir ne reposait pas seulement sur des soldats, la culture comptait aussi. Un empire fort avait besoin d'une capitale forte, mais au lieu d'effacer le passé de Constantinople, il y ajouta le sien. Certaines églises furent transformées en mosquées, mais beaucoup restèrent telles quelles. Le chef de l'église orthodoxe ne fut pas chassé, on lui rendit son poste et le droit de guider les siens. Les Juifs, qui étaient rejetés en Europe, furent accueillis dans les terres ottomanes. Ils purent y construire des synagogues et vivre en paix. Ce n'était pas de la gentillesse au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était de la gouvernance intelligente. Mais si on leur donne sécurité, respect et un sentiment d'appartenance, ils soutiendront le pouvoir. C'est ainsi qu'il garda la ville paisible et unie. Il donna à la ville un nouveau nom, Istanbul. Mais l'ancien, Constantinople, resta sur certaines cartes pendant un moment, puis il se mit à bâtir de nouveau. Au centre se trouvait Sainte-Sophie non plus comme une église brisée, mais comme le symbole de ce que la ville était devenue. C'était désormais une mosquée, mais sa beauté ne fut pas détruite. Les images furent recouvertes avec soin, non pas effacées. Les colonnes restèrent en place. Autour d'elle, Mehmed ordonna la construction d'écoles, d'hôpitaux et de cuisines pour nourrir les pauvres. Il ne reconstruisait pas que des murs, il imaginait une nouvelle façon de faire vivre et croître la ville. Mehmed invita des gens brillants et talentueux venus de partout. Des architectes de Perse, des artistes d'Asie centrale, des penseurs du Caire et de Bagdad tous vinrent pour façonner cette nouvelle capitale. La ville devint un foyer du savoir. Écrivains, juges, scientifiques et poètes trouvèrent leur place sous le règne de Mehmed. Constantinople, autrefois ville du monde romain, parlait maintenant d'une voix ottomane. Il fit aussi construire le palais de Topkapı qui donnait sur le détroit du Bosphore. Ce n'était pas un immense château de pierre, c'était un lieu calme et ouvert, avec des jardins et des cours. C'est là que Mehmed rédigeait les lois,
organisait le gouvernement et créait un système capable de tenir ensemble un vaste empire, de la rivière Danube au Tigre. Et la ville continua de grandir. Les marchés rouvrirent, les bains publics se remplirent de vapeur. L'appel musulman à la prière se mêlait au loin aux cloches des églises. L'horizon de la ville, autrefois marqué par les églises, brillait désormais de dômes et de hauts minarets. Istanbul n'était pas seulement un trophée de guéresse, c'était une capitale vivante. Elle n'était pas parfaite, mais elle débordait de vie. Mehmed ne se contenta pas de prendre une vie vieille, en imagina une nouvelle. Il prit les restes d'un ancien empire et en fit quelque chose de neuf. Ce n'était pas seulement l'ancien Byzance avec un nouveau nom, c'était un nouvel empire qui s'élevait des mêmes pierres, porté par de nouveaux peuples, utilisant la sagesse ancienne et des idées neuves. La ville ne renaquit pas du feu et des cendres. Elle renaquit d'un but clair, le projet d'un souverain de bâtir un monde à partir de ce que d'autres avaient laissé derrière eux. Mehmed le conquérant. Il était plus qu'un homme qui capturait des villes, c'était quelqu'un qui construisait des systèmes solides et apportait de l'ordre. Mehmed II, le jeune souverain qui prit Constantinople à seulement 21 ans, ne s'arrêta pas après cette grande victoire. C'était un long voyage rempli de travail constant. Quand il devint sultan, l'État ottoman était affaibli. Il y avait eu des guerres civiles et ils avaient été battus par Tamerlan. L'avenir était incertain, mais à la fin de son règne, Mehmed avait créé un empire fort, un empire qui durait même après sa mort. Après avoir pris Istanbul, Mehmed ne s'arrêta pas. Cette victoire ne le ralentit pas, elle lui donna encore plus d'élan. Il tourna les yeux vers les Balkans au nord et à l'ouest. Ces terres, la Serbie, la Bosnie, la Valachie, étaient pleines de forêts épaisses et protégées par de puissants châteaux. Les seigneurs locaux résistaient toujours. Mehmed ne les attaqua pas n'importe comment. Il planifia avec soin. Il comprenait le terrain et les saisons. Il utilisait la diplomatie quand cela servait ses plans et la force quand ce n'était pas le cas. La Valachie fut l'un des endroits les plus difficiles. Là-bas, il rencontra Vlad l'Empaleur, un prince connu pour sa cruauté et sa violence. La guerre fut marquée par la peur et l'horreur. Des forêts de cadavres empalés bordaient les routes. Des soldats ottomans disparaissaient dans la nuit. Mais Mehmed ne recula pas. Il continua d'avancer, froid et déterminé. Il ne tua pas Vlad, mais il brisa son pouvoir et s'assura que la Valachie ne représenterait plus jamais une menace pour l'Empire. Au sud, Mehmed mit le Péloponnèse sous son contrôle. À l'est, il soumit un à un les petits États turcs appelés Beyliks. Ces dirigeants se faisaient la guerre depuis la chute des Seldjoukides. Mehmed les réunit tous sous une seule autorité. Il avait compris quelque chose d'essentiel. Un empire ne peut pas être une simple suite de batailles. Il doit être solide et bien relié. Alors on construisit des routes, on envoya des gouverneurs pour administrer, des lois furent mises en place. Car Mehmed n'était pas seulement un guerrier, il était aussi un législateur. Il pensait que le pouvoir devait être écrit, sinon il disparaîtrait. Alors il créa de nouvelles lois, on les appelait les Kanunam. Elles ne remplaçaient pas la loi islamique, la charia, mais elles la complétaient. Il rédigea des règles sur les impôts, la terre, l'armée. La justice n'était plus laissée au hasard. Elle avait une forme claire. Au palais de Topkapı, les érudits rédigeaient des rouleaux pendant que les soldats s'entraînaient non loin. L'empire devint à la fois épée et livre. Au palais de Topkapı, les érudits rédigent. Mehmed soutenait les savants, lisait des ouvrages de philosophie et discutait de religion. Il s'entourait de gens intelligents autant que de gens puissants. Il parlait plusieurs langues arabes, persan, grec, latin, et pouvait passer d'un champ de bataille à une discussion sur les lois sans jamais perdre le fil. Tout le monde ne l'aimait pas. Il gouvernait avec fermeté, pas avec douceur. Il écartait tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, qu'ils soient nobles, généraux ou même membres de sa propre famille. Il ne voulait aucun rival. Mais ses objectifs étaient clairs.
L'empire qu'il construisait ne suivait pas simplement les vieilles traditions, il pouvait changer, grandir, survivre à des temps nouveaux. Il n'était pas figé dans le passé. Lorsqu'il mourut en 1481, Mehmed avait doublé la taille de l'empire. Mais plus encore, il lui avait donné une forme. Les Ottomans n'étaient plus de simples guerriers aux marges du monde. Ils formaient désormais un vrai empire avec une capitale, des lois écrites, un gouvernement en fonctionnement et un rythme de vie issu de la vision de Mehmed. Et au cœur de tout cela se trouvait Mehmed lui-même tenant une épée dans une main et un parchemin dans l'autre. Soliman, législateur et légende. Le soleil s'était déjà levé sur d'autres empires, mais sous Soliman, il se levait sur quelque chose de différent, quelque chose de vaste, discipliné et d'une certitude inébranlable. Il n'hérita pas d'un royaume en ruine. Il hérita de l'ordre, de la richesse, d'une structure d'un empire prêt non pas à survivre, mais à atteindre la grandeur. Et avec une détermination tranquille, il fit en sorte que cela arrive. Soliman monta sur le trône en 1520. Il avait 30 ans, était formé au droit, parlait plusieurs langues, imprégné des philosophies de l'État et des Écritures. Son nom portait déjà un poids prophétique, Salomon pour l'Occident, Sulayman pour son peuple. Et bientôt, les titres suivirent, sultan des sultans, le législateur, le magnifique. Il n'attendit pas pour agir. 2 ans après le début de son règne, ses armées balayèrent la Hongrie et les écrasèrent à Mohacs, une bataille qui dura moins de 2 heures mais anéantit un royaume tout entier. Le roi de Hongrie se noya en fuyant le champ de bataille. Les nobles furent massacrés dans la boue. Il n'y eut ni érosion lente du pouvoir, ni longue campagne, juste le tonnerre puis l'effondrement. Avant cela, il avait pris Belgrade, une forteresse si crainte et si bien défendue que même Mehmed le conquérant l'avait contournée. Soliman la prit sans faille. Puis vint Rhodes, bastion chrétien gardé par les chevaliers hospitaliers. Ils résistèrent des mois face à toute la machine de siège ottomane, mais ils tombèrent. Soliman leur permit de partir vivants, avec leurs navires, leurs bannières abaissées mais leur dignité préservée, la miséricorde comme stratégie. Mais Soliman ne régnait pas que sur terre. En mer, un autre nom s'éleva, Barberousse, le pirate devenu amiral, fléau des puissances européennes et héros de la Sublime Porte. Sous la protection de Soliman, la marine ottomane rugit à travers la Méditerranée. Tunis, Alger, les îles de la mer Égée toutes tombèrent dans les mains ottomanes. Quand les grandes puissances navales d'Europe tentèrent de l'arrêter, elles se retrouvèrent contournées, surpassées, balayées. Du Danube au Nil, des rivages de l'Arabie jusqu'aux portes de Vienne, l'Empire avançait tel une marée implacable. En 1529, Soliman marcha sur la capitale des Habsbourg elle-même. Le siège de Vienne froid, humide, acharné échoua finalement, non par manque de force, mais parce que le temps tourna et que la ville s'agrippa à ses murailles du bout des doigts. Pourtant, même dans l'échec, le message était clair. Les Ottomans ne frappaient plus à la porte de l'Europe, ils étaient déjà dans le vestibule. À l'est, il se tourna contre les Safavides de Perse, captura Bagdad et plaça les villes saintes de l'islam sous influence ottomane. La Mecque, Médine, Jérusalem, elle s'inclinait désormais devant le sceau du sultan, sinon devant son épée. Et pourtant, malgré tout ce pouvoir, Soliman comprenait une vérité plus profonde. Un empire fondé sur la conquête est fragile. Un empire fondé sur la loi perdure. Il supervisa l'unification de siècles de codes concurrents coutumiers, islamiques et impériaux, en un système juridique cohérent. Ces réformes, connues sous le nom de canonies, ne supprimèrent pas les différences. Elles les organisèrent. Les impôts furent régulés, la propriété foncière clarifiée, la justice systématisée. Il siégeait sur le trône le plus puissant du monde, mais écrivait comme un poète et jugeait comme un érudit. Même ses ennemis le respectaient. Dans les cours d'Europe, on l'appelait le magnifique. Son propre peuple l'appelait le juste. Sous Soliman, l'Empire ottoman s'étendait sur 3 continents, mais plus que la terre, il conquit le temps. Il donna à l'Empire non seulement une forme, mais une âme. Et bien qu'il ait gouverné avec une épée en main, c'est la plume qui grava sa légende dans les os de l'histoire. Ombre sous le dôme.
Jamais le dôme n'avait autant resplendi. Sous le règne de Soliman, l'Empire était une tapisserie de conquêtes et de lois, de marbre et de manuscrits, tissée à travers 3 continents avec le fil de l'autorité. Mais alors que le soleil atteignait son zénith, des ombres commencèrent à se former en dessous longues, silencieuses et aisément ignorées par ceux qui ne regardaient que la couronne. Au cœur du palais, il n'y avait ni général ni vizir, mais une femme, Roxelane. Née loin des couloirs du pouvoir, elle était arrivée au harem impérial comme captivée. Pourtant, contre toute attente, elle devint l'épouse légitime de Soliman. C'était sans précédent. Les sultans avant lui avaient toujours gardé des concubines et des enfants sans jamais se lier par le mariage. Mais Roxelane était différente. Vive, charismatique, stratégique, et elle voyait ce que peu osaient reconnaître. Que le pouvoir ne se gagnait pas seulement sur le champ de bataille, pouvait se façonner de l'intérieur. Elle lui donna des fils, et ce faisant, elle modifia le cours de la succession. Traditionnellement, les princes ottomans gouvernaient des provinces éloignées, s'exerçant à l'administration et rivalisaient en souve jusqu'à la mort pour le trône après le décès de leur père. C'était un système brutal, mais il assurait que seul le plus fort hériterait du sultanat. L'influence de Roxelane commença à défier cette tradition. Elle plaça ses propres fils au centre de l'attention, tandis que d'autres, notamment Mustapha, l'aîné de Soliman, respectés et prometteurs, furent lentement relégués dans l'ombre du soupçon. Mustapha était devenu une figure aimée par l'armée, estimée à la cour. Mais l'amour ne pouvait le protéger des murmures. En 1553, lors d'une campagne en Anatolie, Soliman le convoqua dans sa tente. Mustapha entra sans armes. Il n'en ressortit jamais. Étranglé par les gardes du palais, sa mort fit trembler l'empirin prince tombé, non par rébellion, mais à cause des intrigues du palais. L'homme qui avait codifié les lois et étendu les frontières présidait désormais à des fractures internes. Et pourtant, malgré les pertes, il continua de régner. L'âge courba son dos, mais non sa volonté. Il menait toujours des campagnes, chevauchait toujours en tête de l'armée, écrivait toujours des poèmes imprégnés de douleur et de nostalgie. Dans ses vers, il se faisait appeler Mouhibi l'amoureux. Ses poèmes n'étaient pas de la propagande, ils étaient des fenêtres. À travers eux, on aperçoit un homme en lutte avec le chagrin, la foi, le poids de l'Empire. Roxelane mourut en 1558 et son absence résonna dans ces mots. Le conquérant avait perdu son ancre. Et pourtant, il marcha encore. En 1566, à 72 ans, Soliman partit pour une dernière campagne contre la forteresse de Szigedvár en Hongrie. Il mourut dans sa tente avant la victoire finale. Son corps fut enterré en secret, sa mort cachée jusqu'à ce que l'armée ait remporté la bataille. L'homme qui avait mené l'Empire à son apogée mourut tourné vers la seule direction qu'il avait toujours suivie, l'avant. Son tombeau repose près de la grande mosquée qui porte son nom à Istanbul, sous le dôme qui s'élève comme l'Empire lui-même. Parfait, vaste, complexe. Et pourtant, même à son sommet glorieux, les graines des épreuves à venir étaient déjà semées, la succession assouplie, le harem renforcé, les intrigues internes enhardies. L'épée n'était pas encore émoussée, mais elle ne tranchait plus sans retenue. Soliman laissa un royaume inégalé en échelle et en organisation. Mais derrière ces murs, l'équilibre qu'il avait si soigneusement entretenu commença à vaciller. L'Empire brillait encore mais sous la surface. Les courants avaient commencé à changer. Après la mort de Soliman, une transition calme en apparence s'installa. Son fils Selim II prit le trône, non par conquête ou compétition brutale, mais par la désignation silencieuse façonnée dans les derniers actes de son père et l'influence de sa mère défunte. Le prince poète avait laissé place à un héritier au tempérament tout autre moins militaire, plus oisif. Selim n'était pas un conquérant. Il préférait le palais aux campagnes, le vin au verre, la paix à la stratégie. L'empire qu'il hérita était si vaste, si solidement encadré, qu'il semblait pouvoir se maintenir seul, comme un navire lancé à pleine voile sur des eaux encore tranquilles. Mais même les plus grands navires dérivent, s'ils ne sont pas guidés. Le règne de Selim vit l'autorité de la porte davantage déléguée.
Les grands vizirs prirent le pas, et parmi eux émergea Sokollu Mehmet Paşaoun, homme d'une intelligence rare, habile à naviguer les marées mouvantes du pouvoir. Ancien esclave des Balkans, comme tant d'autres dans l'élite ottomane, il était le produit d'un système aussi impitoyable qu'efficace. Le Devshirme, qui arrachait les garçons chrétiens à leur famille pour les former à servir l'Empire. Ce système, brutal mais méritocratique, avait forgé des administrateurs loyaux, capables et coupés de toute autre allégeance. Sokollu était l'un des meilleurs. Sous sa gouverne, l'Empire continua d'avancer, mais l'élan venait désormais moins du cœur impérial que de ses rouages périphériques. Il fit construire, organiser, négocier. Il parvint même à signer un traité avec la puissante Russie et fit creuser les premières ébauches d'un canal qui relierait la mer Noire à la mer Rouge, un rêve logistique resté inachevé. Pourtant, même lui ne pouvait enrayer les glissements subtils qui s'opéraient dans les structures profondes de l'Empire. Car tandis que la façade demeurait éclatante, à l'intérieur les tensions se multipliaient. Le harem, renforcé par le précédent établi par Roxlan, devenait désormais un espace de pouvoir permanent. Les mères de sultans, désormais titulaires du titre de valide sultan, commencèrent à exercer une influence sans précédent sur les affaires de l'État. Ce phénomène allait culminer dans ce que les historiens nommeraient plus tard le sultanat des femmes, une période où les murs du harem remplaçaient presque les salles du divan, et où les voix masculines du gouvernement se mêlaient aux chuchotements de soie et d'ambition. Dans les provinces aussi, des frémissements inquiétants se faisaient sentir. Le poids fiscal imposé par l'entretien d'un empire aussi vaste devenait de plus en plus difficile à porter. Les sipahis, cavaliers féodaux de l'empire, voyaient leur autorité locale se heurter à l'expansion des gouverneurs nommés depuis le centre. Les janissaires, jadis fers de lance disciplinée de l'armée, devenaient une force politique, capable de déposer un sultan si leur solde tardait trop. L'ordre militaire qui avait bâti l'Empire commençait à se fragmenter en castes jalouses de leurs privilèges. Mais ce n'était pas encore la décadence. L'ombre n'était pas nuit. La structure restait solide, les routes sûres, les ports pleins de navires. Les mosquées continuaient à s'élever, majestueuses, et les bazars résonnaient du tumulte des échanges. Les caravanes affluaient, de Damas à Belgrade, du Caire à Bagdad. Les artistes calligraphiaient encore des vers de Hafiz sur des papiers d'or, et les bibliothèques impériales gonflaient sous les volumes venus de toutes parts. Et pourtant, dans les marges de cette grandeur, des signes annonciateurs apparaissaient. Les campagnes militaires, si longtemps la source de légitimité du pouvoir sultanien, devenaient plus difficiles à justifier. Il n'y avait plus temps à conquérir. Les fronts se durcissaient. En Europe, les Habsbourg s'organisaient. En Perse, les Safavides reprenaient leur souffle. L'expansion s'arrêtait, et avec elle la dynamique qui avait poussé l'Empire à se renouveler. Ce qui avait été une pulsion vers l'extérieur devenait un repli vers l'intérieur. Les palais s'agrandirent, les cérémonies se multiplièrent, les barrières entre le sultan et ses sujets s'épaissirent. Le souverain, jadis cavalier au front, devenait une silhouette voilée, visible à travers des écrans, inaccessible même à ses plus proches vizirs. Le trône se sacralisait à mesure qu'il se retirait de la réalité. La bureaucratie, quant à elle, se densifiait. Les registres impériaux s'allongeaient, les ordonnances se compliquaient, les taxes se multipliaient. L'Empire, autrefois agile et impitoyable, devenait lent, administratif, soupçonneux. La peur d'un complot était partout dans les palais, les casernes, les provinces. Chaque mort suspecte, chaque nom déplacé dans un décret faisait naître des rumeurs. L'Empire vivait, mais avec la fièvre d'un corps trop vaste pour sentir où il souffrait vraiment. Pourtant, aux yeux de l'Europe, l'Empire ottoman demeurait une énigme redoutable. Les ambassadeurs vénitiens et autrichiens, bien qu'eux-mêmes critiques de leur propre monde, écrivaient avec fascination sur l'ordre rigide, la discipline, la majesté des cérémonies ottomanes. Ils voyaient un État centralisé, capable d'englober tant d'ethnies, de langues, de religions. Ils voyaient un empire qui priait 5 fois par jour, qui tenait des registres sur les récoltes de chaque village, qui pouvait mobiliser des dizaines de milliers d'hommes en quelques semaines.
Mais ce qu'il ne voyait pas ou ne comprenait pas encore, c'était la fatigue. La fatigue du centre, de ces hommes âgés, de ces femmes intrigantes, de ces traditions devenues carcans. La fatigue des provinces, de leurs seigneurs frustrés, de leur population pressée d'impôts, de leurs identités régionales négligées. La fatigue d'un système qui, en voulant maintenir la grandeur, étouffait ses propres possibilités d'adaptation. Car l'empire que Soliman avait laissé était un colosse non pas aux pieds d'argile, mais aux articulations raidies. Il fallait désormais autre chose qu'un conquérant pour le faire avancer. Il fallait un réformateur, un visionnaire ou un miracle. Aucun des trois ne viendrait tout de suite, et alors que les siècles suivants verraient tant d'autres noms Mourad, Ahmed, Ibrahim, Mehmed Ivil marcheraient tous, d'une manière ou d'une autre, dans l'ombre du dôme de Soliman. Certains chercheraient à l'imiter, d'autres à s'en libérer, mais tous vivraient dans l'espace qu'il avait défini entre grandeur et fêlure. L'histoire retiendra son règne comme celui d'un apogée, mais une apogée n'est pas un sommet figé, c'est un point de bascule, une lumière trop forte qui commence à projeter des ombres. Et dans ces ombres, l'Empire commençait doucement à perdre sa forme. Entre deux mondes, après un enterrement, quand la dernière prière est récitée et que les chants tristes se taisent, quelque chose reste dans l'air. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est aussi le sentiment que quelque chose de nouveau commence. Dans les collines de Sehut, sous un ciel rempli de nuages, un jeune homme se tenait là où son père s'était autrefois tenu. Il s'appelait Osman. Ses mains étaient encore jeunes, mais la terre qu'il touchait avait une histoire longue et profonde. La terre qu'il avait reçue n'était ni riche ni prestigieuse. Il n'y avait pas de grande ville, pas de vieille bibliothèque, pas de grande armée prête à le suivre. C'était un territoire rude et verdoyant, proche des frontières de l'Empire byzantin, là où l'Est et l'Ouest se rencontraient souvent et se combattaient tout autant. La vie y était dure. Un homme pouvait mourir pour une simple querelle ou une parole mal placée, mais cette terre était aussi pleine de possibilités et c'est là que le voyage d'Osman commença. Sehut n'était pas un palais, c'était un lieu entre deux mondes. À l'est, les anciens États turcs gardaient le souvenir des puissants Seldjoukides. À l'ouest, l'Empire byzantin se tenait encore debout mais affaibli et épuisé. Au milieu se trouvait la frontière, là où les paysans travaillaient une main sur la charrue, l'autre sur l'épée. Là, il fallait se battre pour vivre et espérer pour continuer. Osman observait tout avec attention. Il savait que le monde n'allait pas l'attendre. Mais il savait aussi que les gens courageux pouvaient encore le changer. Il n'hérita pas seulement d'une terre, il hérita de la confiance de son peuple. C'étaient des bergers, des ouvriers, des femmes portant l'eau, et des anciens qui connaissaient encore le langage des étoiles. Ils avaient suivi son père pour la sécurité, la bonté et le sens du devoir. Maintenant, ils regardaient vers Osman pour les mêmes raisons. Osman n'était ni bruyant ni dur. Il ne criait pas, ne se battait pas juste pour montrer sa force. Il avançait lentement et avec sagesse. Tandis que d'autres voulaient tout contrôler, Osman préférait se faire des alliés. Tandis que certains forçaient les autres à obéir, lui écoutaient et guidaient avec soin. Ces tentes devinrent des lieux de rencontre et de dialogue. Ces feux de camp réchauffaient toutes sortes de gens musulmans, chrétiens et autres encore. On voyait en lui quelque chose de paix accompagné de force. Et les gens restaient. Mais Osman savait aussi que la gentillesse ne suffisait pas. Sans force, la bonté pouvait être écrasée. Alors il forma ses combattants, non pas pour voler ou faire du mal, mais pour protéger ce qu'il construisait. Ses batailles étaient petites mais importantes. Il prit un fort ici, un village là. Il ne bâtissait pas encore un grand empire mais il avançait. À chaque pas, Osman écrivait une nouvelle histoire. On ne l'appelait pas encore l'Empire ottoman, mais l'idée prenait forme. Cette histoire ne commença pas dans un château. Elle naquit à la frontière entre un vieux monde en train de s'effondrer et un nouveau en train de naître. La nuit, les feux de Sehut brillaient sous les étoiles. Dans le silence, on sentait quelque chose comme si quelque chose de grand était sur le point de commencer. Entre deux mondes, là où les anciens empires disparaissaient, un jeune homme avançait. Il s'appelait Osman, fils d'Ertugrul,
Il n'était pas seulement un chef, il était un rêveur, en train de bâtir un avenir que personne d'autre ne voyait encore. Le pont vers l'Europe. Parfois, l'histoire ne change pas à cause d'une grande bataille, mais à cause d'un pas discret. Un pas, puis un autre et soudain, un empire entre dans une nouvelle terre. C'est ainsi que les Ottomans sont arrivés en Europe, pas avec de bruyants cris de guerre, mais en voyant une occasion et en la saisissant. À cette époque, l'Empire byzantin tombait en morceaux. Sur les cartes, il semblait encore puissant, mais dans la réalité, ses armées étaient faibles et ses dirigeants passaient leur temps à se battre entre eux. Les guerres civiles étaient fréquentes. Les empereurs perdaient leur trône rapidement, parfois empoisonnés, parfois trahis. À l'intérieur de Constantinople, la grande capitale, les frères se retournaient les uns contre les autres, et la couronne semblait plus lourde que jamais. Les Ottomans, observant depuis l'autre rive, comprirent que le moment était venu. Tout commença par un mariage. Le souverain byzantin, Jeansès Cantacuzène, était en train de perdre une guerre contre ses rivaux. Il avait besoin d'aide. Alors, il conclut un accord avec les Ottomans. Il leur demanda d'envoyer des soldats pour se battre à ses côtés, et en échange, il promit l'une de ses filles en mariage au prince ottoman. Les soldats arrivèrent non pas comme ennemis, mais comme alliés. Et pendant qu'ils combattaient, ils observaient. Ils étudiaient les routes, les villes, les habitants. Ils voyaient combien la région était devenue fragile. Les villages n'avaient plus de protection. Le peuple ne faisait plus confiance à l'Empire. Tout était prêt pour un changement. Puis, la nature offrit aux Ottomans une chance en or. En 1354, un puissant tremblement de terre frappa la région de Marmara. La forteresse de Gallipoli, qui gardait le passage maritime depuis des siècles, fut gravement endommagée. Ses murs s'effondrèrent, et les Byzantins n'avaient ni les moyens ni les soldats pour la réparer. Ils supplièrent les Ottomans de ne pas profiter de la catastrophe. Mais les Ottomans avaient déjà pris leur décision. Mourad, le chef ottoman, envoya ses hommes traverser la mer. Ils ne combattaient pas. Ils ne détruisaient rien. Ils entrèrent simplement dans la forteresse brisée et commencèrent à la reconstruire. Ils relevèrent les murs, les renforcèrent et transformèrent Gallipoli en leur nouvelle base. Et voilà. Les Ottomans ne faisaient plus que regarder l'Europe, ils y avaient posé le pied. Mais il ne s'agissait pas que de soldats. Très vite, des commerçants, des bâtisseurs, des érudits et des chefs religieux suivirent. Ils construisirent des mosquées, cultivèrent les terres, apprirent les langues locales et enseignèrent la leur. Les Ottomans ne cherchèrent pas à effacer ce qui existait déjà. Au lieu de cela, ils ajoutèrent leurs coutumes, les mêlant aux traditions du lieu. Ce n'était pas une colonisation au sens classique, c'était plutôt une lente intégration. La prise de Gallipoli ne fit pas tomber l'Empire byzantin en un jour, mais elle en marqua le début de la fin. Les Ottomans avaient franchi le pas vers l'Europe, et ils ne comptaient pas repartir. Ce qui avait commencé comme un simple accord entre deux puissances était devenu bien plus grand. Depuis leur terre d'Asie, les Ottomans avaient toujours rêvé d'aller vers l'ouest. Maintenant, ils y étaient. Leurs pas foulaient le sol européen. La mer était derrière eux et la terre ferme s'étendait devant. Leur voyage n'était plus un projet. C'était devenu un chemin réel, irréversible, vers l'avenir. Le joyau de Bursa, la ville de Bursa, reposait au pied de hautes montagnes enneigées. Le matin, le soleil faisait briller ses toits comme des pièces d'or et l'eau claire coulait dans ses jardins depuis des sources de montagnes qui existaient depuis aussi longtemps que les gens s'en souvenaient. C'était une ville de pierre, remplie de marchands de soie, profondément enracinée dans la culture byzantine. Mais pour les Ottomans, ce n'était pas qu'une simple ville, c'était la porte vers quelque chose de plus grand. Orhan le comprenait bien. Son père, Osman, en avait aussi rêvé. Pas parce qu'il voulait collectionner des villes comme des trésors, mais parce qu'il savait ce que Bursa pouvait représenter. Elle se trouvait au croisement de deux mondes, l'Asie et l'Europe. Ses marchés étaient animés et sa terre fertile. La prendre ne montrerait pas seulement de la force, cela montrerait un but. Alors Orhan commença son plan pour s'emparer de la ville. Lentement, prudemment. Il n'y eut pas de bataille bruyante, pas d'assaut sauvage.
Les Ottomans encerclèrent la ville en silence, comme des vignes qui poussent autour d'un mur. Ils ne se précipitèrent pas. Ils coupèrent les vivres et les renforts, discutèrent avec les petits villages autour et attendirent. Le siège ne dura pas quelques jours, il s'étendit sur des années. Certains y virent peu, être une faiblesse. Mais ceux qui connaissaient Orhan y voyaient de la force. Ils ne construisaient pas un moment, ils construisaient quelque chose qui durerait. À l'intérieur de Bursa, les défenseurs tinrent bon. Ils espéraient que quelqu'un viendrait les aider. Mais l'Empire byzantin était épuisé et affaibli. Personne ne vint. Dehors, les Ottomans restaient calmes. Ils ne brûlaient pas les villages et ne tuaient pas sans raison. Ils se comportaient comme si la ville leur appartenait déjà, ils attendaient simplement de pouvoir en prendre soin. Finalement, en l'an 1326, lorsque la neige commença à fondre et que le printemps revint, les portes de la ville s'ouvrirent. Pas à cause de la violence, mais parce que c'était le moment. Orhan entra dans la ville non comme un conquérant, mais comme quelqu'un prêt à la protéger. Ses soldats ne pillèrent pas, ne détruisirent rien, ils gardèrent la paix. De nouvelles mosquées furent construites, mais les anciennes églises restèrent debout. La vie reprit vite son cours. Les boutiques rouvrirent, l'eau recommença à couler. Et les gens se sentirent à nouveau en sécurité. Bursa devint le nouveau cœur du monde ottoman. Cela ne fut pas annoncé avec de grands discours, mais tout le monde pouvait le ressentir. Les Ottomans changeaient. Ils n'étaient plus seulement des guerriers à cheval. Ils étaient devenus des dirigeants. Ils construisirent des écoles, des bains publics, des lieux pour les voyageurs. Ils collectèrent des impôts et réparèrent les routes. Ils rédigèrent des lois et fondèrent des tribunaux. Ils ne faisaient plus que survivre, ils s'organisaient. Là-haut, dans les collines verdoyantes hors de la ville, Osman fut enterré. Il n'avait pas vécu assez longtemps pour voir la chute de la ville, mais Bursa devint un symbole de son rêve. Orhan porta la nouvelle de la prise de la ville sur la tombe de son père, une promesse discrète tenue entre un père et son fils. La ville commença à changer lentement mais clairement. Ses bâtiments prirent de nouvelles formes. Des dômes et des tours élevées s'élancèrent vers le ciel. Les rues furent éclairées la nuit, et un sentiment de paix flottait dans l'air. Les gens commencèrent à ressentir une nouvelle forme d'ordre dans leur vie quotidienne. Et dans ce calme, quelque chose de nouveau pouvait être entendu, le tout début d'un empire. Bursa ne fut pas appelée un joyau parce qu'elle brillait. Elle fut appelée un joyau parce qu'elle contenait quelque chose d'important, elle contenait de la lumière. Elle reflétait ce que les Ottomans étaient en train de devenir, pas encore puissants, pas encore redoutés, mais visibles. Visibles non plus comme une simple tribu, mais comme quelque chose de plus grand, quelque chose qui grandissait à la lisière de l'histoire. La bataille d'Ankara, le soleil au-dessus d'Ankara, en cet été de 1402, ne se leva avec aucune douceur. Il brûlait la terre, desséchait le sol et faisait briller les armures de milliers de soldats. L'air était épais de poussière, et il devenait difficile de respirer. L'armée ottomane se tenait sous ses drapeaux forte et fière de nombreuses victoires. Bayezid fit al-Foudriyet et assis sur son cheval, tourné vers l'est. Il avait combattu des rois, des empereurs et des rebelles. Mais ce qui arrivait ce jour-là n'était pas une armée comme les autres. C'était une tempête, surgie des profondeurs de l'Asie. Timur observait Bayezid depuis un certain temps. Il n'était pas jaloux, mais il était attentif. Tandis que Bayezid avançait vite en Europe, construisant son empire par la force et la vitesse, Timur faisait de même à l'est. Son empire reposait sur des villes en ruine et des ennemis écrasés. Il ne voyait pas Bayezid comme un égal, mais comme un obstacle à abattre. Pour Timur, aucun rival ne devait rester debout. Tout commença par des lettres. Des insultes, des menaces, des mots pleins d'orgueil s'échangèrent entre les deux souverains. Ils se défiaient non seulement par les armes, mais aussi par des paroles plus tranchantes qu'un sabre. Quand les mots ne suffirent plus, chacun se prépara à la guerre. Bayezid avait confiance en sa force. Son armée était immense, et son nom faisait trembler les terres. Il croyait que la foudre de son surnom pouvait traverser même la tempête noire de Timur. Mais Timur n'était pas comme les autres. Il ne se battait pas par passion.
Chaque mouvement était calculé. Il attira Bayezid loin de ses terres sûres, dans un endroit chaud et sec. Il y avait peu de nourriture. L'eau était rare. Le piège était en place. La bataille fut une folie. La cavalerie de Timur se mouvait comme la fumée rapide, insaisissable, impossible à enfermer. Les soldats de Bayezid étaient déjà fatigués. Puis ils virent leurs réserves d'eau disparaître prises, détruites ou perdues. Mais pire que la soif, il y eut la trahison. Les Béliks turcs que Bayezid avait conquis faisaient maintenant partie de son armée. Mais au fond d'eux, beaucoup le détestaient. Et quand le moment arriva, ils se retournèrent contre lui. Ils quittèrent leur position au combat, changeant de camp. L'armée ottomane ne s'effondra pas par faiblesse, elle fut brisée par ceux qui l'avaient autrefois soumis et qui choisissaient maintenant de le trahir. Pourtant, Bayezid ne céda pas. Il se battit avec courage, traversant le champ de bataille, l'épée à la main, les yeux brûlants de colère. Il refusa de fuir, il refusa de se rendre. Mais Timur resserrait lentement l'étau, comme une corde autour du cou de Bayezid. À la fin de la journée, l'armée ottomane était anéantie. Ses chefs étaient morts ou portés disparus. Et Bayezid, autrefois redouté dans toute l'Europe, était désormais prisonnier. Le monde n'oublierait jamais cette image. Un sultan enchaîné. Timur ne le tua pas. Il le garda enfermé. Certains disent que c'était une prison dorée. D'autres parlent d'une cage, traînée dans la poussière comme un trophée. Ce que l'on sait, c'est que Bayezid mourut en captivité vaincu, humilié, seul. Le coup de tonnerre avait résonné pour la dernière fois. Après la chute de Bayezid, l'Empire ottoman faillit s'effondrer. Ses fils n'étaient pas prêts. Ils se tournèrent les uns contre les autres, chacun voulant devenir sultan. Le rêve qu'Osman avait lancé, qu'Orhan avait fait grandir, et que Bayezid avait porté loin, semblait maintenant prêt à disparaître. Mais ce ne fut pas le cas. Les empires, comme les tempêtes, suivent des cycles. Et après le silence d'Ankara, quelque chose demeurait. Pas un trône, pas une armée, mais le souvenir de la puissance, le mouvement de l'histoire, et cette conviction silencieuse que le rêve né sur les collines de Ceuta était toujours vivant. Le feu avait faibli mais il ne s'était pas éteint.